avec la GMF. GMF, assurément rugby, assurément humain. Retrouvez le rugby sur tous les terrains avec Société Générale, par amour du rugby. Bonjour à tous, bienvenue sur Canal+ Sport pour l'un des grands rendez-vous de cette saison de rugby international, la finale du Tri Nation entre l'Australie de Stirling Mortlock à droite et Richie Mako, le capitaine néo-zélandais que vous avez découvert sur votre gauche. Les deux équipes entrent sur le terrain. Les Australiens évoluent devant leur public de Brisbane et ont absolument besoin d'une victoire pour remporter une compétition qui leur échappe depuis maintenant 7 ans. Les All Blacks ont beaucoup moins de pression. Un match nul en effet leur suffit pour conserver un trophée qu'ils détiennent depuis maintenant 3 ans. C'est donc la grande finale que nous allons vivre en direct du Suncorp Stadium de Brisbane. Pour nous accompagner avec nous, François Trio. Bonsoir François. Pardon. Bonjour Yann. Bonjour François. Tout simplement, quel est le favori selon vous de cette rencontre? Avantage à qui? Je vais me garder d'un pronostic, mais c'est vrai qu'on est un peu partagé entre une équipe de la Nouvelle-Zélande qui a l'habitude de ce genre de finale, de confrontation dans le Tri Nation, qui a besoin de se racheter de la Coupe du Monde, et puis une équipe d'Australie qui est en plein renouveau. Alors on va regarder bien sûr la composition de l'équipe de Nouvelle-Zélande avec notamment Richie Mako et puis également la charnière Cowan Carter et Manonou au centre. Il y avait une petite incertitude effectivement concernant le capitaine néo-zélandais qui est finalement bien présent. Graham Henry a misé sur la stabilité. Il reconduit l'équipe qui a remporté les 2 derniers matchs dans ce Tri Nation. Côté australien, en revanche, eh bien là, on a procédé à pas mal de changements. Robbie Deans, l'entraîneur néo-zélandais, faut-il le rappeler, de cette équipe australienne, a procédé à 5 changements. Alors on va vous citer les joueurs qui ont été réintégrés dans le 15 de départ. Le centre Ryan Cross, le 3e ligne George Smith, le pilier Al Baxter, le talonneur Stephen Moore et le 2e ligne Nathan Sharp. La dernière victoire, la dernière déculottée subie par les Australiens en Afrique du Sud, oblige donc Robbie Deans à effectuer pas mal de changements. Est-ce que ça traduit un peu de fébrilité dans les rangs australiens? On procède à un tiers de l'équipe qui est changé avant de jouer les Néo-Zélandais. Et surtout une bonne dose d'expérience, alors qu'il y a les hymnes. On va y revenir donc sur cette expérience australienne. Voilà donc pour l'hymne néo-zélandais joué ici dans ce Suncorp Stadium de Brisbane. Les Néo-Zélandais donc tout près de reconquérir le trophée du Tri Nation, et les Australiens eux poursuivent leur rêve depuis 2001 de gagner ce titre, et l'hymne australien tout de suite.
reconquérir le Tri Nation, tout le public de Brisbane ici donc. Et on le disait, François, une équipe plus remaniée du côté australien. Est-ce que ça peut jouer au niveau de l'expérience et de la cohésion de cette formation? Ah oui, quand Robbie Deans fait appel à Nathan Sharp, à George Smith devant, incontestablement il veut densifier son pack, car il sait qu'il va y avoir un énorme duel de troisième ligne aujourd'hui entre d'un côté Richie Mako, de l'autre Rocky Elsom. Ça promet, alors que le haka nous est proposé par les All Blacks. C'est toujours un moment mythique. Dirigé par Kevin Mealamu. Bien voilà, une belle entrée en matière comme d'habitude avec ce Haka Pongo réservé par les Néo-Zélandais à leur hôte de la soirée, les Australiens. Donc on va pouvoir dans quelques instants donner le coup d'envoi de cette rencontre, de cette finale donc du Tri Nation. On le rappelle, les deux équipes ne sont séparées que d'un point. Avantage à la Nouvelle-Zélande, 14 points. Il ne suffit que d'un match nul aux All Blacks pour remporter ce Tri Nation. Les Wallabies, eux, ont absolument besoin d'une victoire. Et Yann, c'est quand même pas innocent ce Kapao Pongo. Chaque fois qu'il le sortent, c'est qu'il y a une envie de victoire. Ce n'est jamais neutre. Et en tout cas, ça en dit long sur le duel qui nous attend entre des All Blacks qui ont besoin d'oublier cette Coupe du Monde, qui ont gagné ici en 2006 à Brisbane, et des Wallabies en plein renouveau, mais aussi tenaillés, on va dire, un peu par le doute depuis cette lourde défaite concédée à Johannesburg. Donc ça va être un match palpitant. Effectivement, le coup d'envoi donc donné dans quelques instants par monsieur Jonathan Kaplan, arbitre sud-africain. Un petit mot justement des Springboks, les champions du monde en titre, qui terminent donc dernier de ce Tri Nation avec tout de même ce joli succès 53-8. C'était il y a 15 jours face à l'Australie. Et voilà, on est prêt du côté des deux équipes. Dan Carter, Stirling Mortlock. Les 30 acteurs de cette rencontre sont prêts pour le coup d'envoi de ce match donné par Matt Guito dans quelques instants. Et c'est parti donc ici à Brisbane, coup d'envoi donné par les Australiens. Une première récupération très propre du côté néo-Z. Ali Williams. Et une longue chandelle de Dan Carter. Plein centre du terrain, à la réception parfaitement Ashley Cooper. C'était prévu de tester le jeune arrière australien, mais pour l'instant il était impeccable sur cette première réception. Et voilà le jeu australien qui va se mettre en place maintenant. François vous le disait tout à l'heure, on attend un énorme duel au niveau du paquet d'avant, au niveau des troisièmes lignes notamment. Le défi physique, l'intensité vont être... Alors voilà, illustration des différences entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Faute au sol dans la zone plaqueur-plaqué, un coup franc, ce qui permet de dynamiser. C'est ce que regrettait notamment Olivier Magne l'autre jour dans les spécialistes. Et de ne pas avoir, que l'hémisphère nord n'ait pas adopté cette disposition qui permet effectivement de dynamiser, de ne pas forcément passer par une pénalité. Et alors on revient au jeu avec le ballon toujours en possession des Australiens en ce début de match. Vous le voyez, troisième phase de jeu. La conservation du ballon, toujours un des atouts de ce rugby australien. Avec là un petit départ en ras. Avec Cordingley, ancien Grenoblois et futur Grenoblois, oui, qui vit un conte de fées tout au long de cette semaine. On l'a évidemment interrogé sur cet avenir qu'il attend du côté de Grenoble et sur cette finale du Tri Nation. Deux mondes totalement différents pour lui. Allez, c'est bien joué là avec George Smith. Et une première
peut-être presque relance, on va dire. Le sauvetage de Muliana. Et on voit quand même, il y a eu combien 4 fautes au sol sanctionnées, c'est beaucoup en 1 minute 50. Ouais, des équipes qui vont avoir besoin de se tester, les Australiens, parce qu'ils ont subi une énorme défaite contre les Australiens. Ils vont avoir besoin de se rassurer dans les premières minutes. Et puis les Néo-Zélandais, parce qu'eux aussi n'ont pas joué maintenant depuis plus de 3 semaines dans ce Tri Nation. Même s'il y a eu une large victoire face à la sélection des îles Pacifiques. Il faut que tout le monde reprenne et retrouve un petit peu son rugby, notamment sur ces phases de touche. Et les Australiens avaient été dominés en touche par l'Australie. Cette fois, ça semble un petit peu mieux, même si ce ballon est un petit peu perturbé au sol. On est vu sur le côté néo-zélandais, justement, et l'arbitre, M. Kaplan, va accorder une première pénalité alors qu'on se chamaille un petit peu. Ah oui, mais parce que le sauteur australien Nathan Sharp a été bousculé alors qu'il était encore dans les airs, et ça c'est dangereux, donc c'est pénalisable, et c'est fort justement pénalisé par M. Kaplan, qui est un excellent arbitre et qui va se faire respecter. Nathan Sharp à 2 mètres, il faut aller chercher quand même dans les airs, et quand on peut pas y aller de façon illicite, eh bien on se fait sanctionner. 3 minutes de jeu. Voilà, M. Kaplan qui prévient M. Mako, il ne faudra pas répéter ce genre de faute. On a gêné le sauteur, c'est très clair. Ouais, et c'est Soyalo qui a commis cette faute, même si là, visiblement, M. Kaplan faisait des reproches à Ali Williams. Ben voilà, parce que Ali Williams continue à un petit peu négocier, discuter. Ouais, ils se connaissent tous très bien, mais cela n'empêche pas cette rivalité. Et la première opportunité pour Matt Guiteau. Bien placé pour Matt Guiteau. Matt Guiteau qui va prendre tout son temps, et vous découvrez ses statistiques internationales à 86% de réussite dans ses tentatives de tir au but tout au long de la saison 2008. Alors les sifflets, on ne comprend pas bien. Et ce ballon, bien voilà, justement sifflé par son propre public, et bien Matt Guiteau qui voit cette pénalité échouer au pied des poteaux. Alors est-ce qu'il y a suffisamment de supporters néo-zélandais dans les tribunes du stade de Brisbane pour perturber le demi d'ouverture? Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, mais étonnant quand même de voir effectivement ces sifflets s'élever dans le Suncorp Stadium. Et étonnant de voir Matt Guiteau si court, parce que c'était pas très compliqué pour lui, mais peut-être qu'il y a du vent dans ce stade de Brisbane. Avec une belle réception là, australienne, et Cordingley qui enchaîne. Avec Sterling Mortlock, on est venu jouer un petit peu les extérieurs. On va tenter un petit peu d'ébarrer cette défense néo-zélandaise bien en place en ce début de rencontre. Et on a tenté du côté australien avec Ryan Cross de déborder, de jouer un petit peu au large. Ancien trésiste Ryan Cross, qui avait fait mal aux Français, on s'en souvient, au mois de juin. C'est sa première sélection, effectivement, pour cet ancien trésiste. Et là, cette touche à suivre en faveur du camp néo-zélandais. On va pouvoir se dégager. Timmy Cowan, une longue chandelle. Un point de fixation du côté australien. Petit coup d'œil par-dessus de Cordingley qui peut ouvrir. Matt Guiteau. Une longue diagonale qui va entrer dans les 22 pour Dan Carter, qui sans problème peut se saisir de ce ballon et immédiatement dégager ses partenaires. L'occupation du terrain, évidemment, François, entre ces deux équipes est un élément essentiel de leur jeu. On n'aime pas que ce soit du côté australien, du côté néo-zélandais, jouer dans ces 40 mètres, et quand on n'arrive pas à aller chez l'adversaire avec le ballon en main, eh bien, on n'hésite pas à jouer au pied. Oui, beaucoup disent que c'est une des conséquences des nouvelles règles. Les All Blacks qui prenaient beaucoup de risques et qui avaient l'habitude d'attaquer dans leur camp, eh bien, aujourd'hui ils choisissent d'occuper avec du jeu au pied. Et on l'a vu là avec Dan Carter, qui sera à Perpignan dans une semaine. Dan Carter, et on espère qu'il sera là lors de la présentation avec le auréolé de son trophée du Tri-Nation, un énième pour lui. Sylvie Vatou, attention, Sylvie Vatou a une première relance, il a franchi la ligne de 22 mètres. Il va falloir s'organiser derrière les Néo-Zélandais, alors que là on est venu du côté de Stephen Moore, peut-être de façon un peu illicite à l'arbitre. Voilà.
Il n'avait pas le droit de faire le tour, il faut rentrer dans l'axe. Ouais, par la porte, comme on dit. Et là, il est rentré par le côté du regroupement. Stephen Moore, le talonneur des Reds. Vous voyez là, il a pris un raccourci. Faute de junior, hein, ça, à ce niveau-là de la compétition, toujours étonnant de voir des joueurs s'oublier un petit peu comme ça. Et surtout en début de match, parce que là, les joueurs sont encore frais. C'est vrai que souvent, à la 75e, ça peut arriver avec la fatigue. Et puis, avec l'engagement et l'enthousiasme. Mais en début de match, c'est surprenant. On a essayé de combiner là en début d'alignement. Et les All Blacks qui gardent ce ballon qui reste dans le terrain. Non, le ballon qui est sorti. Dewar qui a quand même maintenu ce ballon dans le terrain. L'arbitre, le juge de touche, n'a rien signalé. Donc on joue du côté néo-zélandais et on enchaîne. Jérôme Kaino. Première incursion, on va dire, dans les 40 mètres du côté néo-zélandais. L'arbitre, M. Kaplan, va accorder un coup franc en faveur de la Nouvelle-Zélande. Ouais, beaucoup là depuis 8 minutes. C'est vrai que là le jeu a du mal à se lancer parce que beaucoup de fautes. Le ballon semble très disputé dans toutes les zones de ruck. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu Hands in Ruck sur le synthé de la télévision australienne, mais M. Kaplan lui a parlé de joueurs de rester sur leurs pieds. Donc je pense que c'est plutôt un gratteur qui a été sanctionné car il a mis un genou à terre. On sait qu'on doit rester bien debout, bien sur les appuis pour aller disputer ces ballons dans les regroupements. Ce qui fait débat dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. Au moins sur ça, on est d'accord. C'est vrai que les joueurs ont du mal, pour certains dans le top 14, à intégrer les règles, les nouvelles règles. Mais il faut se mettre également parfois à la place des arbitres parce que là effectivement sur cette action il y avait plusieurs fautes à siffler. Et là cette mêlée intéressante à suivre. Quelques petits problèmes de liaison entre les premières lignes. On va remettre tout ça à l'endroit. Et aussi il faut se mettre à la place des joueurs parce que quand on fait 110 kg, qu'on fait quasiment entre 90 et 2 mètres, arriver à pleine vitesse et pouvoir rester sur ses appuis dans un regroupement, c'est quand même compliqué. Vous découvrez sur ce plan large la position et la profondeur des trois quarts néo-zélandais. La ligne de 5 mètres, vous savez, qui permet de combiner. Avec une petite 89 initiée par So'oialo au relais. Belle montée défensive, un ballon un peu cafouillé. On a peut-être un petit peu confondu vitesse et précipitation parce que là, sur le départ de So'oialo, on s'est un petit peu isolé. Le soutien a mis un peu de temps à arriver. Et derrière la défense australienne, eh bien, a pu gêner son adversaire. L'introduction sera en faveur de Sam Cordingley. On est toujours dans les 22 mètres aux Australiens. Un match équilibré pour l'instant entre ces deux équipes. Problème de stabilité en mêlée. Alors M. Kaplan, je pense qu'il ne va pas tolérer ça bien longtemps. Just take charge of the guys behind you and make sure we don't go early. Okay? Les deux talonneurs donc rappelés à l'ordre. Andrew, le néo-zélandais, Stephen Moore, l'Australien. Là aussi, il y a quelques hommes d'expérience, que ce soit du côté néo-Z avec Tony Woodcock et Greg Somerville, qui joue d'ailleurs sa 64e et dernière sélection peut-être avec la Nouvelle-Zélande, puisqu'il a signé avec Gloucester et il partira dès le mois de décembre rejoindre les White and Cherries en Angleterre. C'est Woodcock qui est sanctionné. Alors pour l'instant, beaucoup de problèmes en mêlée et beaucoup de problèmes au sol. Woodcock qui a du mal face à Al Baxter, l'un des 5 revenants dont nous parlions au début de retransmission. Allez, une longue chandelle sous laquelle So'oialo est venu se proposer. Dan Carter va pouvoir enchaîner. Kaino, le 3e ligne. Bonne libération Dan Carter, retour intérieur, c'est bien joué là ce qu'ils font. On commence à combiner un petit peu les Néo-Z. Mahanonou qui est pris au sol. Dan Carter a repoussé dans son camp. Dan Carter là, il a... C'était Buliana. Ah, effectivement. I'm calling at the ruck, no one's listening. We're looking at cards, okay? You were the first, he's the second.
Still a short arm, yeah. Monsieur Kaplan qui a beaucoup travaillé en ce début de match. Il rappelle encore alors les Australiens. On est venu gêner la libération de balle du côté Néo-Z. Et Richie Mako, le capitaine, incertain, vous l'avez dit, il a préféré ne pas jouer le dernier match des Néo-Z contre la sélection des îles du Pacifique pour bien se préparer pour ce match. Il y avait quelques craintes sur son éventuel forfait. Finalement, il tient sa place. Il est le capitaine de cette équipe néo-zélandaise qui va tenter donc de décrocher ce Tri Nation 2008 après en avoir remporté les 3 dernières éditions. Allez, attention, encore une belle mêlée là à jouer pour Soyalo. On a encore choisi un départ Aura, une 89. Et maintenant écarté. Dan Carter, fin de passe. Il a croisé avec Nounou, là, il n'a pas fonctionné, donc il est obligé d'aller s'engager à la corne et il le fait bien. Belle libération de Dan Carter. Encore plein axe là qui va créer un point de fixation juste à l'entrée des 22 mètres. Change de sens, on est en train un petit peu de mettre le feu dans la défense australienne, d'essayer de perturber l'alignement défensif. Il y a du plongeon du camp attaquant qui n'est pas sanctionné selon les règles que nous avons adoptées. Mais en tout cas, c'est la défense qui est sanctionnée. Pas du public de Brisbane. Et on va jouer vite du côté néo-zélandais. On est dans les 22 mètres. Attention, on va peut-être accélérer parce que là, il y a peut-être une occasion d'essai qui se dessine. Jimmy Cowan repris à 5 mètres de la ligne. C'est Richie Mako qui vient en position de demi-mêlée. On écarte. Attention parce que c'est le premier essai néo-zélandais. Si on vient donner effectivement à Mills Muliaina qui vient aplatir le premier essai des All Blacks dans cette rencontre. Et bien voilà, on les sentait en train de mettre leur jeu en place par petites touches progressives. Ils ont réussi à lancer un petit peu ce Yalo. On a réussi à combiner entre Carter et Maolonu. Et puis là, bien sûr, un joli débordement. La défense australienne mal replacée qui n'a rien pu faire. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est la qualité technique, vous voyez, du jeu de passe là, notamment de Keino, il me semble, là, qui transmet alors qu'il a le défenseur qui vient le pressuriser là, et finalement il peut donner à Nounou et c'est lui qui fait la différence pour ensuite décaler Muliaina. Mais ce qui est intéressant dans cette phase de jeu, c'est d'abord la règle, c'est le coup franc qui permet aux All Blacks de dynamiser, et ensuite c'est quand même les valeurs néo-zélandaises qui sont toujours là, c'est-à-dire le jeu de passe, la transmission, le soutien au porteur du ballon et puis la qualité technique qui ensuite est couronnée par cet essai de Muliaina. Mais c'est une belle mise en route des All Blacks. Et voilà, deuxième essai de Mills Muliaina contre l'Australie. 65e sélection quand même pour le joueur des Waikato Chiefs, et Dan Carter pour la transformation. Et la barre des 300 points peut-être dans le Tri Nation. Et ça passe entre les perches avec le soutien, vous l'avez remarqué, du public de Brisbane et de quelques-uns quand même, des supporters néo-zélandais présents ici. 7-0 donc pour l'Australie, pour la Nouvelle-Zélande, pardon, après cette transformation de Dan Carter. Et on repart donc avec ce long dégagement australien. Il faut que les Wallabies réagissent, tentent de porter le danger un petit peu dans le camp adverse, parce que là, sur la première incursion néo-zélandaise dans les 22 mètres, ça fait essai. Et là, quel modèle de jeu au pied là de Jimmy Cowan. C'est millimétré, c'est le fameux coup de pied dans la boîte, comme on dit, qui n'a laissé aucune option aux défenseurs sous la pression ensuite de Richie Mako. Alors il faudrait voir si Richie Mako est bien parti derrière, si la réception elle est bien à 10 mètres. Ça, il faudrait effectivement le vérifier sur un plan beaucoup plus large. Mais en tout cas, regardez, le gain de terrain est colossal, 25 mètres, et surtout en un temps de jeu, c'est réglé. C'est net et précis. Un ballon en touche perdu par les Néo-Zélandais. Attention à ces ballons qu'on laisse en route parce que les Australiens peuvent s'en servir parfaitement. Matt Guito, une longue chandelle. Et on n'a pas respecté l'alignement. Côté néo-zélandais, ce sera donc un coup franc, un de plus en faveur des Wallabies. Mon œil était attiré par le large et le ballon. J'ai pas bien suivi la faute. En tout cas, ça donne une mêlée à Cornwall qui est intéressante sur la ligne pointillée des 15 mètres. Les coups francs ont choisi la mêlée derrière. Et là, ça profite plutôt aux Néo-Zélandais dans
cet amas de joueurs. Non, finalement, le ballon est il était sorti, ouais, effectivement, on peut le jouer. Offside, short offside. Same infringement as the far side. Libération de balle gênée des deux côtés. On sait qu'évidemment il faut retarder au maximum les libérations de balles pour éviter l'attaque d'avoir cette petite seconde d'avance qui permet de créer un décalage. Et hors-jeu là des Néo-Zélandais autour notamment de Keno. Beaucoup de fautes autour des regroupements. C'est la tendance de ce match. Et une erreur là de Matt Guito parce que ce ballon directement filé en ballon mort. Et les Néo-Zélandais, logiquement, vont demander une mêlée à l'endroit où Matt Guito a dégagé ce ballon. Une petite erreur également. Pour l'instant, il y a des erreurs qui ne sont pas dignes de ce niveau et de ces deux équipes, c'est vrai. C'est de la fébrilité, c'est de la pression que les Australiens ont du mal à évacuer. Parfois aussi, il y a le jour sans, hein, c'est au-delà de la pression. C'est vrai qu'on a beau tout préparer, hein, c'est pas une science exacte. Bon, attention, c'est bien joué la petite diagonale. Est-ce qu'il était parti un petit peu devant, me semble-t-il, il était Tukiri vigilant qui a pu récupérer ce ballon. Si notre ami réalisateur australien veut bien nous renvoyer cette image, parce que il y a numéro d'équilibriste quand même, parce qu'il essaie de voler. Regardez, Dan Carter, la petite chandelle. C'était bien joué, dommage, parce que là Richard Carey, il avait fait un petit numéro de triangule et derrière Conrad Smith un petit peu à l'arracher comme ça, qui essaye de la remettre et ça ne passe pas. Tout va bien, j'ai le nez en sang, ne vous inquiétez pas les gars, je vais pouvoir tenir ma place, c'est un petit peu ce qu'a voulu dire en substance. Ouais, et puis surtout il remercie Dan Carter de cette passe millimétrée. C'était quand même risqué de voler avec Tukiri qui était peut-être à la réception quand on connaît les qualités de Tukiri. Attention, ça joue là, côté australien. Et attention, là aussi il y a du monde du côté australien si ça joue avec George Smith, Cordingley. Voilà, ce jeu classique chez les Australiens. On multiplie les retours intérieurs, les avancées dans l'axe. Conservation du ballon, c'est bien joué, Mortlock. Petit coup de pied à suivre, on est bien replacé. Il va falloir quand même bien jouer, se précipiter sur ce ballon parce que Mortlock avait bien joué. Et Miss Mouliaina, vigilant, l'arrière néo-zélandais. Pour mettre fin à cette action. Peut-être un petit peu d'aveu d'impuissance avec ce petit coup de pied rasant. Il n'y a pas vraiment de solution. Ça fait deux fois. Tout à l'heure on a vu défensif est là. Tout à l'heure on a vu George Smith, là Sterling Mortlock. D'autant que Mortlock, il est quand même solide physiquement. Il peut résister quand même au plaquage de ses adversaires et attendre le soutien. C'est bizarre. Peut-être se débarrasser un peu du ballon. C'est peut-être une erreur. À moins que ce soit une consigne, mais je ne la comprendrai pas bien. Manque d'inspiration, manque de solution. En ce moment, les Australiens, ils sont dominés, ils sont menés 7-0 devant leur public. Superbe prise de Miss Mouliaina qui est montée très haut là sur les épaules de James Orwell. Dan Carter, le petit coup d'œil. Et le Tukiri qui peut remettre à Ashley Cooper. Voilà, du côté australien, on rend le ballon. Et là on va assister à ces phases de jeu que l'on voit de plus en plus maintenant, à l'échange de coups de pied. Même si là Sterling Mortlock lui décide d'aller au carton. Le son de raffut de Mortlock sur Kawi. Le Tukiri qui vient en position de premier centré, il s'infiltre justement dans la défense néo-zélandaise. Cordingley qui peut enchaîner, c'est bien joué. Matt Guito, il a essayé de franchir Matt Guito, maintenant on est en train de George Smith qui commet un petit temps d'avant sur cette action, mais voilà le premier mouvement d'envergure on va dire des Australiens dans cette rencontre. 20 minutes de jeu et on a senti peut-être que là sur cette action les Australiens avaient les moyens de déborder cette équipe néo-zélandaise. C'est Carter qui fait gicler le ballon à Palou, jeune joueur costaud, surpuissant. La petite stat sur les ballons et les fautes de main. Pour l'instant 2-1, c'est pas dramatique, mais c'est que seulement 20 minutes de jeu. Peut-être que le ballon glisse, parce que ce sont des données que nous n'avons pas et seuls les joueurs sur le terrain peuvent s'en rendre compte. Peut-être qu'il y a une humidité qui rend le ballon glissant, parce qu'on a vu quelques fautes de main inhabituelles. Une mêlée qui était pourtant à l'avantage des Néo-Zélandais, qui a été récupérée par les Australiens. Sterling Mortlock mise au sol. Morceau là de Mako. Il est resté sur ses appuis. Là, il va falloir que l'arbitre prenne ses responsabilités. Il estime que... Alors,
Là, vous le découvrez encore. Joining from side. Donc, on est venu sur le côté. Oui, ça, c'est l'analyse. Non, c'est Richie McCaw. Hein. Regardez, hop, il vient sur le côté. Il reste sur ses appuis, mais c'est vrai qu'il est passé sur le côté, même si ça paraissait. Ça peut être discutable. Il est passé par la porte latérale, on va dire. Passé par le soupirail. Et il n'a pas le droit. Et donc peut-être l'occasion enfin pour Matt Guito de débloquer le compteur de cette équipe australienne. Les Australiens menaient 7-0 après un essai de Mills Muliaina pour les All Blacks. Il faut qu'ils recollent tout de suite au score, les Australiens. Voilà, 30-35 mètres face au poteau sans problème pour Matt Guito qui ouvre donc la marque pour les Australiens qui ne sont plus menés désormais que de 4 points. 7-3 donc en faveur des All Blacks. Et c'est logique hein, car les Australiens ont quand même sont dangereux, ont réussi à mettre la main sur le ballon, bousculent un peu les Néo-Zélandais en conquête. On l'a vu en mêlée là où ils ont récupéré un ballon. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance un peu à se débarrasser du ballon, alors que s'ils multiplient les temps de jeu, je pense qu'ils pourraient vraiment gêner les All Blacks. Attention parce que ça joue du côté néo-zélandais. Un petit en avant, on va revenir à la faute. Ah, des petites fautes néo-zélandaises hein, depuis le début, on l'a vu encore. Même dans le rythme, dans l'engagement pour l'instant, pas de grosse séquence effectivement proposée par les Néo-Zélandais qui se contentent d'un rugby très propre. Occupation du terrain, bonne défense et puis évidemment possibilité de jouer les coups à fond comme tout à l'heure sur ce coup franc rapidement joué qui a amené l'essai, le premier du match. Le seul pour l'instant d'ailleurs. Toujours ses problèmes en première ligne également. Vous avez vu hein, que les Australiens passent plus de temps dans le camp adverse. Attention le Teto Kiri, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va dégager son camp. Mills Muliaina à la réception. Là aussi ça peut contre-attaquer les jambes de feu de Mills Muliaina. Petit coup de pied extérieur. Et ce ballon qui va sortir directement en touche. Voilà des initiatives mais pour l'instant pas de concrétisation. On voit Tukiri qui amorce une contre-attaque, qui décide de taper au pied. Mills Muliaina qui lui récupère ce bon ballon qui est face à un défenseur. Et puis qui après malheureusement va se rater un petit peu en trouvant une touche directe. C'est-à-dire que son soutien, Sivivatu glisse au départ de l'action, donc ne peut pas lui proposer une solution intérieure. Et du coup il donne ce petit coup de pied qui sort en touche directe. Mais on sent quand même le danger néo-zélandais dès qu'il y a un ballon de récupération, un ballon de relance comme ça. La remise en jeu de Stephen Moore. Australien, la longue chandelle de Matt Guito. Mills Muliaina qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis, mais c'est un ballon toujours néo-zélandais. Richard Cowie. Attention Richie McCaw, il a dû juger Richie McCaw parce que là il a percé sur 2-3 mètres. Il s'est débarrassé de ce ballon au pied. Là aussi un geste technique un petit peu étonnant. Alors on est venu encore sur le côté. On s'oublie en ce moment. Attention, ça peut mériter peut-être un jaune parce que c'est pas la première fois. Now everyone's on a warning, exactly like they were. Players coming in from the side. They're allowing you to play. You've got to allow them to play. Voilà, tout le monde est prévenu. Je vous ai dit de ne pas venir sur le côté. Eh bien, c'est une pénalité. Mais c'est vrai que Jimmy Cowell, sur ce coup-là, à mon avis, le prochain néo-zélandais qui va s'amuser à ce genre de jeu risque d'aller... En fait, là, ce que M. Kaplan n'a pas aimé, c'est l'acte volontaire, délibéré de venir... couper l'action des Australiens et la prochaine fois je pense que ça sera un carton jaune, ça c'est sûr. Let him come down. Ces ballons qui valent cher, de plus en plus cher dans les rocks. Et voilà l'intervention semble-t-il du demi-mêlée néo-zélandais. C'est reparti pour les Australiens. Matt Guito qui va essayer de trouver avec Sterling Matlock peut-être un petit trou dans la défense néo-zélandaise. On va multiplier les temps de jeu. Matt Guito, bien, passe acrobatique encore là. Une cross qui s'avance, qui entre dans les 40 mètres.
Cordingley, on jouera, on vient se proposer là, c'est plutôt bien fait. C'est George Smith, c'est bien joué. Avec les troisième lignes qui viennent amener justement un peu. Vous avez vu, le ballon a encore glissé, même si là c'est un en arrière. Ouh là là, Madito encore repoussé, Lote Tukiri conserve bien le ballon, les Australiens ils avancent dans le camp néo-zélandais. Allez, Cordingley, on va encore ouvrir, essayer de trouver Palou cette fois. Écarter ce ballon, plutôt revenir encore à l'intérieur. Nathan Sharp. Les soutiens sont bien sur les appuis. 6e phase de jeu néo-zélandaise. La 7e avec le pilier Ben Robinson. Et voilà, toujours ce jeu aura. On a décidé de fixer au maximum autour de la zone 0. Cette zone de rock, il y a le maximum de défenseurs pour ensuite écarter peut-être un ballon avec une sautée là, effectivement bien joué. Essayer de trouver un partenaire démarqué. On navigue dans la défense australienne. Lote Tukiri qui est repris par Conrad Smith. Il faut faire l'effort de s'enlever du côté néo-zélandais. Ça chauffe, ça chauffe. Vous entendez l'arbitre qui demande aux néo-zélandais de faire l'effort de se dégager. Et Stephen Moore lui aussi l'a dégagé sous la pression. Kawi, oh là là, énorme Kawi. Il a mis tout à l'heure un tampon sur Guito. Et là il vient de récidiver en récupérant le ballon, c'est énorme. L'ami Kawi est dans un grand jour. Un des nouveaux noms de cette équipe néo-zélandaise. 6e sélection seulement pour le jeune Richard Kawi. C'est tous les dangers quand même de la prise de balle de Moore. Il est arrêté quasiment sur sa prise de balle. Et face à l'impact et à la puissance du troisième ligne Kawi, il subit l'impact et il perd le ballon. Et bien voilà, les Australiens qui étaient menaçants il y a quelques secondes dans les 22 mètres adverses sont maintenant obligés de repartir à l'assaut. Madito, petite transversale. C'est bien joué à la réception. Peter Hines. Kawi qui n'est autre que Keno. Vous avez rectifié de vous-même. Le troisième lignel de cette équipe All Black. Jérôme Keno. Oui, je l'ai appelé Kawi. J'avais confondu avec l'ailier. Les Australiens maîtres du ballon, maîtres du terrain, mais pour l'instant sans la solution. Peut-être sur cette action, Lote Tukiri avec Stephen Moore. Il a échappé à un défenseur et qui retrouve encore sur l'action Jérôme Keno. Cette fois, c'était bien lui. Débauche d'énergie en défense ce joueur pour l'instant. Allez, les Australiens encore avec la main sur le ballon. Madito sans réelle solution, obligé de revenir à l'intérieur. C'est bien ce qu'il fait, il échappe au premier rideau, mais derrière, la tenaille se resserre. Cordingley, on est dans les 22 mètres adverse. Mais toute tentative pour l'instant de déstabilisation de la défense néo-zélandaise ne fonctionne pas. Regardez l'acharnement, la solidarité des All Blacks. Ils viennent à 2, ils viennent à 3 pour plaquer. Et on va encore essayer ici, vous voyez, James Orwell, le numéro 4. Intéressant la défense des All Blacks. Là, dès que ça commence à temporiser, eux ils attaquent par la porte en restant sur les appuis et ils poussent les Wallabies à la faute. Et récupération du ballon. Très bonne opération. Pour l'instant, parfaite maîtrise des Néo-Zélandais dans cette rencontre. Ils ont ouvert la marque. Pour l'instant, ils résistent au retour australien. Alors que là, George Smith, Palou, pardon, qui est visiblement touché au genou. Rien de grave, semble-t-il, pour le troisième ligne australien qui va pouvoir reprendre sa place. Il a dû prendre le crampon de Soyalo. Les Australiens qui doivent se poser beaucoup de questions actuellement sur la façon de jouer cette équipe néo-zélandaise qui aujourd'hui en défense propose quelque chose de très solide, une belle réplique défensive. 1 meter, not 1.5. Get into the line out. Get in, please. Yeah. Et de nouveau une remise en touche pour Stephen Moore. Un alignement
complet avec le même nombre de joueurs de chaque côté. C'est Somme qui a plané. Cette passe mal assurée de Matt Guiteau qui va être conservée par les Australiens ou récupérée par les Néo-Zélandais. Réponse dans quelques secondes parce que là ce ballon. Et bien voilà, ce sont donc les Australiens avec un coup de pied encore rasant complètement raté. Là, pas d'autre mot. Mortlock ou Matt Guiteau. Ouais, le nombre de joueurs concentrés sur la même zone, bien difficile pour le ballon de circuler. Le choix de touche là peut-être monsieur l'arbitre Peter Hines, non, pas signalé. Donc on peut continuer à jouer. Miss Mouyaina en repli. Ce ballon va rester dans l'aire de jeu. Il y a des choix contestables, notamment celui de Cowan là, qui tape derrière cette pseudo-chandelle. Est-ce que c'était une réponse au coup de pied rasant raté de Matt Guiteau? Peut-être, en tout cas. C'est curieux. Est-ce que les Australiens ne devraient peut-être pas prendre un peu plus de profondeur parce qu'on les voit buter en permanence sur le premier rideau défensif? La seule solution c'est au pied. On pourrait jouer comme ça pendant des jours et des jours sans vraiment trouver la solution. C'est un petit peu l'impression que ça nous donne. Oui, mais c'est souvent le cas des Australiens. Après, soit ils arrivent à déstabiliser parce qu'ils usent leurs adversaires, c'est souvent leur technique, vu leur densité physique. Et pour l'instant, ils butent. Du côté néo-zélandais, on va suivre cette action parce que là, c'est dommage, on va la perdre du côté néo-zélandais, mais là aussi encore peut-être un choix un petit peu contestable de la part de Mahanonou qui en plus se fait sanctionner pour avoir conservé le ballon au sol. Mais on avait vu sur le plan large que l'organisation néo-zélandaise appelait le ballon au large. Ils étaient 5 ou 6 là-bas sur le bon côté. Mahanonou a préféré revenir intérieur. Ça, c'est quand même des différences d'arbitrage importantes par rapport à la saison passée où les joueurs avaient le droit de temporiser un petit peu pour libérer le ballon. Là, aujourd'hui, il faut libérer très très vite. C'est vrai que ce sont des changements notables. Everything happens after that. Get that right and we can just carry on. Okay? Palou, voilà, qui a fait appel aux soignants australiens. C'est le genou droit là, qui a pris. Ouais. Oui, attention parce que ce genre de... Et peut-être le genou gauche également. Le fameux test de Lachman, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Pour savoir si les ligaments ont été touchés. Alors que là, la télévision australienne nous propose d'analyser le placement en touche des blocs sauteurs australiens. Regardez. François Trio, ça vous rappelle la palette, vous allez pouvoir tout nous expliquer. Ah non, c'est Bertrand Guillemin. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, le soutien, tout est bien fait. Tout est bien expliqué sur ce synthé. Al Baxter qui joue un rôle de piston, on va dire, entre un bloc et l'autre. Alors ça semble terminé pour le pauvre Wycliffe Palou qui abandonne ses partenaires pour aller se faire soigner. Alors sortie définitive ou pas à suivre, mais là ça semble peut-être vu sa définitif tête et vu le fait qu'il boitille, je pense qu'il va rester là. C'est Brown qui le remplace. Richard Brown, 4e sélection pour ce jeune 3e ligne de 24 ans et qui est tout de suite au parfum. Regardez, c'est lui qui l'a chassé par il est bisuté par Mako. Mako qui fait quand même une très très belle pirouette là. Allez, ça joue là, 2 contre 2. Ce crochet de Ashton Cooper. Et on enchaîne encore à essayer de retrouver Peter Hines sur le côté droit qui est beaucoup sollicité, mais pas forcément dans les meilleures conditions depuis le début de la rencontre. Et on en reste donc pour l'instant, la marque n'a pas évolué, 7-3, peu de points dans cette rencontre, un essai seulement pour les Néo-Zélandais inscrits en début de match. Et la réplique de Matt Guiteau sur pénalité. Voilà, maintenir le ballon dans l'aire de jeu. Et ça ne suffit pas face aux Néo-Zélandais qui le récupère et qui par l'intermédiaire d'Andrew Orr
Regardez cette stat, tout à l'heure on était à 50-50 il y a à peu près 10 minutes et en ce moment ce sont les Australiens qui ont la main sur le ballon, qui dominent les rucks et les molles. Mais au score, ce sont les Néo-Zélandais qui pour l'instant pourraient soulever le trophée du Tri Nations. Premier sauteur et un ballon peut-être perdu par les Néo-Zélandais. Non, heureusement. Mais Bradton là c'est un petit peu manqué. Problème de coordination entre le lanceur et le sauteur. Sans conséquence heureusement pour cette équipe néo-zélandaise qui mène donc toujours 7-3. On approche de la mi-temps. Il y a quand même beaucoup d'imperfections dans la conquête néo-zélandaise. Les stats l'ont prouvé dans les rucks et les molles, mais dans les phases on va dire statiques. Et on retrouve ces mêlées. Regardez, nouvelle faute. Incroyable. Alors, Monsieur Kaplan est peut-être un peu tatillon, mais quand même. Alors on va aller chercher un ballon. A priori il va la redonner de toute façon. Ouais voilà. Aux Néo-Zélandais. Dan Carter qui a annoncé la combinaison pour cette remise en jeu loin devant. Et l'occasion pour les Australiens une fois de plus avec Ashley Cooper d'aller jouer chez l'adversaire, une longue chandelle. À la réception, on s'est un petit peu gêné. Et Miss Mulirina, ici pris par Nathan Sharp, repoussé dans son camp par la deuxième ligne, le solide deuxième ligne australien. Et peut-être un ballon récupéré. Non, on va revenir en avant. Mais on retrouve un petit peu ce visage de l'Australie que l'on avait vu contre l'Afrique du Sud lors de la grosse défaite 53-8. Une équipe australienne sans réel génie, sans capacité à un moment donné à briser l'équipe adverse. On se dit qu'elle est capable, mais finalement elle ne nous montre pas grand chose. Bon, il reste encore beaucoup de temps dans cette rencontre. Il reste plus d'une mi-temps. Peut-être que ça va se décoincer. Peut-être aussi que les joueurs sont un peu émoussés physiquement. C'est la fin du Tri Nations. Un Tri Nations qui a été plus long que la saison précédente. Peut-être qu'aussi il y a un peu de fatigue. Chez Soyalo en tout cas. Il y a de l'énergie. Dan Carter. Il a vu qu'à l'extérieur la défense montait rapidement. Préférait retrouver du soutien. Manu pris mais qui conserve son ballon tout de même. La force des Néo-Zélandais, ça aussi. Et ce petit jeu au pied. Voilà, le réalisme cette fois néo-zélandais. On a vu que là aussi on n'était pas vraiment dans les meilleures dispositions pour attaquer ce ballon. Et bien on a décidé tout simplement d'aller occuper le terrain. Toujours compliqué de contourner ou de transpercer la défense australienne. On le voit, même les All Blacks ont du mal. C'est toujours un rideau défensif très dense. Et Soyalo, face à Elsom, il choisit le jeu au pied. Et il faut tout le talent du troisième ligne centre néo-zélandais pour aller trouver cette touche. Une belle prise de balle justement en touche de Richard Brown qui a fait son entrée en jeu. Mais regardez tout de suite la défense néo-zélandaise qui vient agresser, qui vient gêner au maximum l'organisation australienne, criant sur cette action. Et effectivement derrière Matt Guito obligé de dégager très rapidement. Et là un bon ballon de contre-attaque. Les Néo-Zélandais adorent ça. Miss Mulirina, Sylvie Vatou, on combine. On écarte là-bas. Attention parce que Conrad Smith sur les appuis, il peut peut-être faire mal à Lote Tukiri. Mais l'Australien s'en sort bien. On enchaîne tout de même. Et Jimmy Cowan pour Soyalo. C'était pour Manonou, pardon. Encore ici avec une petite erreur, mais vous avez vu l'arbitre. L'avantage pour cet en avant. Et bien le ballon reviendra aux Australiens. Ouais, très curieux. C'est maladresse. Manonou qui a pris Nathan Sharp sur le tibia, ce qui doit quand même pas faire du bien. Ouais, il reste au sol le 3/4 des Hurricanes. Ouais, Nathan Sharp 118 kg forcément sur l'articulation. Ouais, beaucoup de maladresse et de fébrilité. Et on va regarder les joueurs qui sont en train justement de se rafraîchir. On disait effectivement peut-être pas mal d'humidité dans ce Suncorp Stadium.
Des ballons glissants, quelques imperfections. Et puis évidemment, hein, c'est une finale à la pression du résultat. Et moi, ce que je trouve le plus surprenant, c'est que justement, on ne dirait pas, en voyant les joueurs, que c'est une finale. C'est peut-être aussi les méfaits, alors qu'on revoit l'essai initié par Cowan. C'est peut-être aussi l'effet de leur compétition sans descente, comme le Super 14 et ce Tri-Nation qui se répète chaque année. Certes, nous avons le tour d'assignation également, mais je trouve qu'il n'y a pas la passion que ce genre de finale et d'événement devrait susciter. Il n'y a pas la passion dans les tribunes, il n'y a pas la passion sur le terrain après cette première mi-temps, et pourtant il y a des joueurs de qualité, pourtant il y a de l'engagement physique, mais bon, c'est très curieux l'impression que cela vous inquiétez pas François, restez là parce qu'en deuxième période, vous allez voir, ils vont nous offrir un super spectacle ces deux équipes. On ne peut pas en rester à ce rugby entre Australiens et Néo-Zélandais. Et ils l'ont bien compris justement, les Wallabies qui avant le retour au vestiaire veulent peut-être reprendre un peu leur match. Matt Guiteau, il a passé les bras, c'est bien joué. On a écarté la balle sur Peter Hines qui est venu prêter main forte sur l'aile. Il a abandonné son camp pour aller jouer aux côtés de Lote Tuqiri. Et on enchaîne avec cette fois Stephen Moore. Ça y est, les Australiens se sont peut-être réveillés là juste avant le retour au vestiaire. Matt Guiteau, une longue diagonale avec encore Peter Hines, bien récupéré, bien pris par Silivatou, mais peut-être magnifique. Ashley Cooper, oui, qui va aplatir. Et bien voilà la réaction australienne juste avant la mi-temps. Et quelle réaction, parce que c'est parti. Que dit Monsieur Kaplan qui a sifflé. Alors on va demander à vérifier, semble-t-il. Laissez valider, ça c'est déjà la bonne nouvelle. Voilà, on ne va pas vérifier. Et bien voilà l'Australie donc qui recolle au score et qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match. 8-7 après l'essai inscrit par Ashley Cooper. Ouais, une belle action, je disais, parce qu'on est parti de la moitié de terrain australienne. Ils ont réussi à enchaîner de la vitesse, du rythme dans cette action. Vraiment tout pour me contredire, ce qu'on disait sur le manque d'engagement. C'est parfait. Fabuleux. Et puis surtout, voilà, les Australiens tels qu'on les aime, c'est-à-dire qu'ils sont capables de changer de rythme, de faire parler à la fois leur adresse et puis ce mouvement, on va dire, général entre avant et trois quarts, ça a bien enchaîné. Il y a eu de l'ingéniosité, de la créativité avec Matt Guiteau et de la puissance, du soutien au porteur du ballon. Et bien voilà, elle est lancée cette finale. Elle est vraiment lancée. 8-7 pour l'Australie. Et au passage, Silivatou a pris le 3 carré australien un petit peu haut. Peter Hines quand même, c'est ça à mon avis que le juge de touche était en train de lui signaler. Il a été un peu pris dans les airs, Peter Hines, mais ça ne l'a pas empêché de transmettre son ballon donc à Ashley Cooper. Auteur de l'essai, Matt Guiteau a une transformation importante. Sur les 22 mètres. Ouais, ça passe. Complètement à gauche des poteaux, pardon, quand vous regardez les poteaux, à votre gauche. Quelle finale quand même des Australiens avec ce magnifique mouvement là. Et voilà, 17, c'est donc la mi-temps ici entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Première mi-temps de cette finale du Tri-Nation. Et l'Australie qui mène donc 10-7. Les joueurs qui regagnent le vestiaire. Et bien voilà, on va se retrouver dans quelques minutes pour la seconde période de cette finale du Tri-Nation. En attendant, une petite bande. Donc la finale du Tri-Nation que l'on vous propose de vivre sur Canal+ Sport. Le début de la seconde période dans quelques minutes. Auparavant, eh bien, on va découvrir le top 10 des plus beaux essais du top 14. C'est parti. Sur le côté, chez vous. Durand pour Manas va-t-il aller marquer l'essai? Il a essayé. Le but de dos, L'avant peut-être non. L'arbitre l'a joué. Bolavoku qui va déborder à l'intérieur des solutions. Et c'est de Jean-Baptiste Perras. Et c'est en coin pour Bayonne. Charge au ras de Nyanga. Montes est au soutien. Elissal en position de demi de mêlée. Elissal pour Josion. Que va faire Yannick Josion? Une passe maintenant pour Fritz. Fritz pour Enas. Et Enas qui va plonger en coin. Bonne mêlée Castrez encore. Mazar avec Lagardère. Oh, il est passé Lagardère. Attention, situation très dangereuse et peut-être laissé au bout d'Anthony Lagardère. Oui, il marque. Debout.
avec Sowerby maintenant, Servat, auteur du premier essai contre Clermont en finale, Servat qui s'arrache, qui retrouve du soutien. Les Toulousains dangereux avec Keller qui renverse l'attaque, Elissal sur Josio. Josio avec le premier ballon pour Kunavor. Pelouse maintenant, c'est bien joué. Médard pour le plongeon d'Antelwa. Avec Karsoulet, Péchouane. Allez, c'est le moment ou jamais peut-être. Ouais, c'est accordé. Super. Ligaré s'est accordé quasiment au pied de barre. Et là, Brie va revenir avec la transformation. Magnifique. Et je dis Généraux Keller qui lui chipe le ballon sous le nez. Et l'accélération maintenant, le sprint de Byron Keller. Regardez les cannes. Va-t-il y aller? Il échappe à un plaquage. Le retour de Gobelet sera trop juste. Et Keller qui plante le premier essai de ce match. Attention, là, bien joué, parce que là, il va y avoir peut-être une situation très intéressante. Il garde le ballon. Oh, le raffut de Tekori, il est énorme. Et pour Capo Ortega, peut-être pour le premier essai de la rencontre. Oh, quelle action de Tekori et l'essai du capitaine Rodrigo Capo Ortega. Magnifique essai. Avec Hernandez pour une occasion d'essai. Hernandez qui sert Baker, essai entre les poteaux. Inscrit par Dave Vainqueur, son premier sous les couleurs parisiennes. Et quelle couleur aujourd'hui! Oh, attention, il échappe au plaquage, heureusement 2 fois. Et il est repris au moment de son coup de pied directement sur Parra. C'est peut-être un bon ballon là pour les Bergaliens. Ah ouais, c'est un bon ballon de relance, ce ballon il aurait peut-être pu garder après cette relance. Janin qui prend les grands extérieurs. Ouais, ça va vite, ça va vite. Il revient à l'intérieur dans les 22 mètres, il y a du soutien avec Lalo qui va trouver la butte, le premier essai de ce match. Superbe essai en faveur des Bergaliens. Je te présente Richard, notre fils à Claire et à moi. Tu m'aimes plus, t'as qu'à me le dire. Non. C'est moi Arnaud, j'ai décidé de devenir une femme. Oh. Attends, ça part sacrément en couille là. Non, je veux une famille normale. Suite et fin de la 2e saison inédite de Nos Enfants Chéris, lundi 20h50 sur Canal+. Suivez le rugby avec Orange. GMF, assurément rugby, assurément humain. Avec Société Générale, par amour du rugby. Voilà, retour sur Canal+ Sport pour la seconde mi-temps de cette finale du Tri Nation Australie-Nouvelle-Zélande. Ce sont les Australiens qui mènent à la pause 10-7, on le rappelle, et on va revoir cet essai inscrit par les Néo-Zélandais. Ce sont les All Blacks qui ont ouvert la marque avec cet essai de Mills Muliaina, un joli mouvement de 3/4. Après un coup franc rapidement joué, les Néo-Zélandais menaient alors 7-0. Dan Carter transformant cet essai, donc inscrit à la 13e minute. Vous voyez au passage la toujours très belle gestuelle et la toujours très belle technicité de ces joueurs All Black et la belle attitude de Mills Muliaina. On pensait à ce moment-là que les Néo-Zélandais allaient mettre la main sur la rencontre. Mais justement, les fautes de main se sont multipliées du côté des All Blacks. Les Australiens alors en ont profité pour revenir tout d'abord par une pénalité de Matt Guito que l'on retrouve ici. Matt Guito qui va trouver sur son aile son 3/4 justement Peter Hines. Et là, les Australiens, juste avant le retour au vestiaire, vont revenir dans cette rencontre. Cordingley, Matt Guito, une jolie transversale. Et avec à la réception Peter Hines qui transmet magnifiquement son ballon. Ashley Cooper, l'accélération au milieu de 2 défenseurs. Et l'Australie donc qui se relance totalement dans cette rencontre. Matt Guito transformant cet essai, l'Australie regagne les vestiaires avec 3 points d'avance, 10-7. Et on revoit cette belle diagonale. Les Australiens qui nous ont fait donc mentir juste avant la pause. On était en train de dire qu'ils ne semblaient pas vraiment avoir conscience de jouer une finale. En tout cas, ils ne semblaient pas avoir le réel niveau nécessaire pour jouer ces All Blacks dans un rendez-vous aussi important. Et juste avant la mi-temps, ils ont répondu de la meilleure des façons avec notamment l'arrière Adam Ashley Cooper qui vient inscrire cet essai. Voilà, 17 donc pour l'Australie. Tout est à refaire pour les deux équipes. Rien n'est joué dans cette rencontre. On le rappelle simplement, l'Australie
a besoin d'une victoire obligatoirement pour remporter le Tri Nation. La Nouvelle-Zélande simplement d'un match nul. Et on va demander à celui qui vient de nous rejoindre pour vivre avec nous cette deuxième mi-temps, Thomas Lombard. Bonjour tout d'abord Thomas. Salut Yann, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut attendre un grand renversement de situation? Est-ce que les Néo-Z sont capables de venir gagner en Australie dans cette seconde période, ou alors les Wallabies vont-ils bien conserver cet avantage? Je crois que tout est possible aujourd'hui. C'est une finale, il y a quand même un enjeu très important. Alors on sait que les Australiens aimeraient bien pouvoir remporter cette édition du Tri Nation. Ça viendrait apporter une pierre finale à l'édifice, aux nouveaux changements et aux nouvelles évolutions amenées par Robbie Deans. Et puis on connaît les Blacks, donc on va voir la réaction dans cette seconde mi-temps. Et bien voilà le jeu qui va reprendre dans quelques instants. Et c'est reparti donc pour cette seconde période ici à Brisbane. L'Australie mène 17 dans cette finale du Tri Nation face à la Nouvelle-Zélande, et un premier ballon récupéré par Lote Tuqiri, mais peut-être déjà récupéré par les Néo-Zélandais. Et ouais, effectivement, et on peut écarter tout de suite Mahanonou. Il faut vite se replacer sur le côté gauche parce qu'il y avait surnombre, c'est bien fait. Soyalo qui vient percuter, repris par le talonneur australien. Alors est-ce qu'on va avoir de nouvelles intentions du côté néo-zélandais? Est-ce qu'ils vont attaquer un peu plus ce match? C'est possible, c'est en tout cas ce qu'on attend d'eux. Ils sont menés de toute façon maintenant. Il va probablement y avoir davantage de prise d'initiative, de prise de risque. Regardez, encore un coup franc rapidement joué. On va essayer de dynamiser cette action. Et une pénalité à l'avantage des Wallabies. Sterling Mortlock peut-être sanctionné pour un... Oui, monsieur Kaplan qui considère que c'était une faute intentionnelle qui a eu un impact important sur le jeu, sur ce plaquage haut, considéreux en tous les cas du capitaine australien. Et puis il le fait tomber bien comme il faut. Sterling. Ah non, ce n'est pas Sterling Mortlock. Ah ouais, voilà, il faut. Si, c'était Sterling Mortlock. Voilà, on a le crâne rasé d'Andrew Orr. On a induit en erreur. En tous les cas, il y a dû avoir des consignes de la part des deux entraîneurs d'ailleurs, mais surtout en ce qui concerne les Néo-Zélandais, on voit Cowan qui anime davantage de jeu, qui prend des initiatives. On cherche à dynamiser, à déséquilibrer cette défense australienne qui a été sur l'ensemble de ce Tri Nation quelque chose de très important, un des fondements de cette équipe, à l'image de ce qu'avait fait Robbie Deans avec les Crusaders. Ouais, effectivement, on va suivre cette équipe néo-zélandaise, toujours ses problèmes en première ligne. Depuis le début de la rencontre, les mêlées ont du mal à se stabiliser. Lote Tuqiri, lui, ça ne le concerne pas. Enfin, ça le concerne, mais indirectement. Et on va donc avoir de nouveau une introduction. Sam Cordingley, Australie. Touch, pause, go. Out of. Regardez la lutte entre les deux demi-mêlées, ce ballon bien sorti. Il y a beaucoup d'efficacité sur les nettoyages australiens, ce qui permet à Cordingley d'avoir des ballons propres. Richard Brown, qui depuis qu'il est entré en jeu à la place de Wycliffe Palou, victime d'une légère blessure, a parfaitement tenu son rang. Et voilà les Australiens qui multiplient les temps de jeu. 5e phase. Et qui vont bénéficier d'une pénalité. Voilà. Ouais, jeu au sol de Richie Mako. Il se fait pas souvent prendre, mais c'est vrai que sur le match, il a commis quelques erreurs. La deuxième fois qu'il est sanctionné, le capitaine néo-zélandais, pour une faute au sol. Et l'occasion donc pour les Wallabies de remettre la pression dans le camp adverse. Par l'intermédiaire de Matt Guito, c'est bien fait. Il a trouvé une belle touche à l'extérieur, juste les 22 mètres néo-zélandais. Et voilà, on risque d'avoir une belle opposition de style dans cette seconde période entre des Australiens maîtres de leur rugby qui vont tenter de ne pas commettre la moindre erreur, et puis des Néo-Zélandais qui eux, grâce à leur qualité athlétique et technique, vont essayer d'emballer un peu cette rencontre pour revenir dans un premier temps au score. Et puis il va falloir d'abord résister aux assauts australiens, parce que là regardez, la machine jaune est en train de se mettre en marche et on est en train d'avancer avec Peter Hines. Il y a beaucoup de puissance chez les Australiens avec Mortlock.
avec Ryan Cross, le centre. Cordingley c'est bien joué avec le faux appel et Matt Guito qui peut s'inscrire. Bien fait. Il est passé entre deux défenseurs, petit retour intérieur. Il y avait une belle combinaison. Cordingley qui écarte Matt Guito. On glisse bon sur l'extérieur du côté Néo-Z. Mais le deuxième ligne, la charge effectivement de James Orwell offre à l'Australie le second essai de cette rencontre pour les Wallabies. Eh bien dites-moi, quelle entame de match dans cette seconde période. Ils commencent aussi bien qu'ils avaient fini la première mi-temps. Et l'Australie donc qui mène désormais 15-7, Thomas. Il y a un essai magnifiquement amené. On a vu un travail de percussion avec Mortlock, avec Ryan Cross, ensuite Matt Guito qui vient chercher l'intervalle, la bonne croisée avec son numéro 20 Richard Brown, et ensuite on joue sur l'extérieur. La défense All Black qui a peiné à se replacer sur la largeur du terrain, et c'est finalement James Orwell qui vient inscrire un essai où on a vu s'exprimer parfaitement la lucidité et surtout la technique individuelle des Australiens. Deuxième ligne en position de 3 quarts centre qui s'infiltre entre les deux derniers défenseurs néo-zélandais. Et oui, mais Dan Carter il n'y peut rien face à la puissance de James Orwell. 26 kilos de différence entre les deux hommes. 5 points au tableau d'affichage. Mais voilà, on a retrouvé une équipe australienne conquérante en ce début de seconde période. Conquérante, puis qui joue dans le bon tempo avec des sorties de balles rapides, des bons nettoyages. Je le disais tout à l'heure, ce qui permet à Cordingley d'éjecter plus rapidement les ballons vers les extérieurs. Non, c'est très propre ce que proposent les hommes de Robbie Deans sur l'entame de cette seconde mi-temps. Allez, Williams, là, le deuxième ligne Néo-Z qui avait peut-être du mal à récupérer sous les poteaux. On va laisser Matt Guito tenter cette transformation. Difficile à jouer, mais il est parfaitement dosé ce coup de pied de Matt Guito. Et l'Australie qui fait le break donc dans cette finale. 10 points d'avance, 17-7 pour l'Australie qui était menée en tout début de match. On l'a vu tout à l'heure à la mi-temps. L'essai de Mills Muliaina permettait à la Nouvelle-Zélande de mener 7-0. Et depuis, les Australiens patiemment ont refait leur retard, repris l'avantage au score, et en ce début de seconde période distance désormais leur adversaire de 10 longueurs. On le rappelle, les Australiens n'ont besoin que d'un match nul pour remporter ce Tri Nation. C'est vous dire si pour l'instant ils sont parfaitement bien partis dans cette finale. On va voir maintenant la réaction de leurs adversaires. Mais la récupération de balle pour Cordingley, Matt Guito. On va peut-être avoir un peu plus de confiance. Les Australiens, ils se permettent de relancer ces ballons. Avec Ashley Cooper là qui est venu s'intercaler dans la ligne. On a voulu jouer au pied de la part de George Smith. On s'est un petit peu débarrassé du ballon. Il ne faut pas trop leur rendre de munitions aux Néo-Zélandais parce que ça peut aller très vite. On est en train de signaler une petite faute à l'arbitre, mais on enchaîne. La pression défensive, regardez les Australiens maintenant quand ils viennent dans les groupements. Ils sont pénalisés ici, mais si l'on compare les deux équipes, les ballons sortent beaucoup moins facilement, c'est beaucoup moins fluide du côté néo-zélandais. Les sorties de balles sont ralenties, donc l'organisation du jeu, bien évidemment, favorise le travail de la défense australienne qui a toujours un avantage sur son adversaire. La Mortlock qui a raté, Richie McCaw est passé par-dessus, mais c'est vrai qu'effectivement la libération de balles et la qualité de ces libérations de balles sont l'élément essentiel de cette rencontre. On a vu que dès qu'une des deux équipes arrivait justement à récupérer, à très vite éjecter les ballons, et bien derrière il y avait des situations très très dangereuses. Il faut emballer la rencontre pour peut-être aller décrocher cette victoire dans ce Tri Nation 2008. Et là vous découvrez le banc des remplaçants néo-zélandais, il y a du monde. Allez, une petite 89 encore une fois. Dan Carter, attention le plaquage. Nathan Hines là qui est monté, Peter Hines pardon, qui est monté comme une furie sur Dan Carter, mais l'action se poursuit, on va rester sur le jeu. Ça va les énerver, c'est un petit peu de voir leur demi d'ouverture se faire tamponner de cette façon. Une petite explication entre George Smith et So'oialo. Allez, Sylvie Vatou qui vient, il est pris, Sylvie Vatou encore, regardez l'intensité qu'on est en train de mettre dans les déblayages côté néo-zélandais, peut-être un peu trop d'agressivité même justement. Et surtout de l'énervement, Yann, parce qu'on n'arrive pas à avancer malgré tout. Là, on ne parvient pas à tromper la vigilance des Australiens, et surtout sur les duels en 1 contre 1, on est battu. Encore Sylvie Vatou là qui subit. Ouais, Sylvie Vatou, il y va pas franchement, évidemment il subit à l'impact. Dan Carter, regardez, il s'est parfaitement remis du tube qu'il a pris il y a quelques secondes. C'est un avant. Et encore une situation un petit peu brouillon là du côté néo-zélandais et australien. En cours, L'arbitre a fait signe. Voilà, on va écarter ce ballon. Voilà, So'oialo qui veut voler.
Alors Conrad Smith qui a pris ce ballon, qui a pris l'intervalle. Conrad Smith, il va retrouver à hauteur Tony Woodcock pour peut-être l'essai du pilier néo-zélandais. Magnifique après une course de 20 mètres. Tony Woodcock qui vient aplatir cet essai. Là voilà la réaction néo-zélandaise. Ah, on les sentait un petit peu paniqués là, les All Blacks, et finalement eh bien, ils se reprennent et viennent inscrire cet essai qui là aussi les relance dans cette rencontre. Ah, c'est fou cette capacité qu'ont ces Néo-Zélandais à pouvoir s'adapter à une situation, à continuer à jouer. Il y a eu une situation très confuse, une succession de fautes, et puis toute la clairvoyance de Cowan qui a vu que la solution était sur l'extérieur. Après, bien évidemment, on va le voir sur le ralenti, mais il y a un exploit individuel de Conrad Smith, voilà, qui va faire la différence ici. Il prend le meilleur sur la défense australienne, il s'arrache et il vient fixer parfaitement joué, le dernier défenseur pour son pilier Tony Woodcock, qui court quand même 20 mètres avec du monde derrière lui, qui s'arrache. Ouais, qui donne pas forcément l'impression d'aller vite, mais quand on voit Ashley Cooper revenir à 200 à l'heure, on se dit que Woodcock il a des cannes quand même. Et puis surtout il a le sens du placement, parce qu'il fallait en tant que pilier rester là, rester le long de la ligne, savoir que le jeu allait arriver. C'est ça aussi qui fait la différence sur le très très haut niveau. Le placement, l'anticipation, le sens du jeu, du numéro 1 au numéro 15. Ah, ils adhèrent tous à la même philosophie de jeu, on ne cesse de le répéter, mais c'est vrai que du 1 au 15, du 1 au 22 même, on a les mêmes préceptes de jeu, et ils sentent tous les bons coups. C'est ça qui est formidable dans cette équipe. Et puis quand en plus à la baguette vous avez un homme comme Dan Carter qui réussit une nouvelle transformation et vous ramène à 3 points, et bien tous les espoirs sont permis après cet exploit de Conrad Smith là que vous avez découvert. Alors qu'on va peut-être procéder à quelques changements voilà, du côté néo-zélandais. On va faire tourner un petit peu Emma Nonou qui laisse sa place à Stephen Donald. Ah oui, Stephen Donald qui est à numéro 10, numéro 10 des Waikato Chiefs. Alors qui va certainement rentrer de manière à suppléer un petit peu Dan Carter, ou en tout cas le soulager dans son rôle de numéro 10 dans l'occupation et le jeu au pied. Ce qui voudrait dire qu'il y aura peut-être un petit changement de stratégie chez les Néo-Zélandais pour la dernière demi-heure. On va peut-être davantage chercher à occuper, à se rapprocher du camp australien. À suivre. Stephen Donald, à ne pas confondre avec Leon McDonald, l'arrière régulièrement titulaire chez les All Blacks, qui est forfait pour cette rencontre. Et retour au jeu, donc 50 minutes, 52e minute de jeu. Alors semble-t-il, Kevin Mealamu aussi est rentré à la place d'Andrew au poste de talonneur. Et le ballon dans les pieds australiens, dans les mains australiennes, pardon. Et toujours, on cherche à resserrer la défense néo-zélandaise. Matt Guito, le petit coup de pied dans la boîte comme ça. Oh, attention, le manque de vigilance peut-être en défense. Matt Guito, il a failli récupérer ce ballon. Adam Ashley Cooper qui peut retrouver encore des partenaires. Regardez ce jeu de passe là du côté australien pour se remettre dans le sens de la marche. C'est bien fait avec George Smith qui est venu en percussion. On va libérer Cordingley. Attention, le technique, il y a du monde à l'extérieur. Si on essaye de tenter une passe sautée, Richard Brown qui préfère revenir. Il s'engage beaucoup, Richard Brown, c'est intéressant. Il vient créer des points de fixation, il libère bien son ballon. Tokiri qui joue, on a vu les 2-3 carrés là qui jouent quand même 9-10. Cordingley, on a retrouvé une position logique. Matt Guito, retour intérieur du monde, il est très attendu. Il peut libérer dans de bonnes conditions ce ballon. Toute l'adresse technique de Matt Guito. Oula, Richard Brown encore une fois sollicité. Il arrive à se tourner pour bien libérer son ballon. Et attention du côté australien, si on ne trouve pas la faille, on risque de prendre un drop. Belle leçon de patience, belle leçon de pragmatisme de la part des Australiens qui ne s'affolent pas, qui multiplient les temps de jeu. Ils essayent de mettre les Néo-Zélandais à la faute. Même si ici... on est parti un petit peu seul, on s'est isolé. Et là, il va y avoir contest au niveau du ruck de la part des Néo-Zélandais. Vous voyez le numéro 16 là, qui a fait son entrée en jeu, mais à la mou. Ça va finalement sortir pour les Australiens. Et peut-être du rocking aussi de Melamou. On va suivre cette action. George Smith, qu'on n'avait pas trouvé en première mi-temps là, qui sort un petit peu de sa coquille. Et on n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne. Les Australiens dans un temps fort. Attention, 9e phase de jeu. Ils sont en train d'user leur adversaire, peut-être de les faire craquer. Il va falloir suivre ça. James Orwell, le numéro 4, auteur du premier essai australien. Il est là, il est prêt. La bagarre fait rage entre les deux paquets. Et l'affrontement a lieu. Une grosse maîtrise, vraiment grosse maîtrise des Australiens.
Ouais, qui savent ne pas aller trop loin. Les Black permettre tiennent, mais au soutien d'arriver. Et on approche par les petits tas de la ligne d'en but. C'est un mur noir qui se dresse devant l'équipe australienne. Allez, Cordingley, il va libérer ce ballon. Il préfère y aller comme une petite souris. Malheureusement, le trou ne s'est pas ouvert devant lui. Et il est repoussé, Cordingley. Attention, parce que les Néo-Zélandais créent. Il a perdu le ballon. Le coup franc en faveur de la Nouvelle-Zélande. On a conservé le ballon au sol. C'est vrai que maintenant les joueurs doivent très très rapidement libérer le ballon, là où encore l'an dernier on pouvait peut-être leur accorder un petit peu plus de temps. Aujourd'hui c'est systématique. Surtout qu'il avait consommé beaucoup de ses soutiens sur le ruck. Cordingley, il a voulu y aller tout seul. Malheureusement, il n'a pas trompé la vigilance des Néo-Zélandais qui ont été beaucoup plus rapides à venir au contest que les soutiens australiens à arriver sur le demi de mêlée. Il y avait peut-être autre chose à faire, mais enfin, il n'était pas loin non plus. Et une belle occasion en tout cas laissée en route par cette équipe australienne. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que les Néo-Zélandais réagissent sur du désordre, alors que les Australiens fonctionnent sur un jeu parfaitement léché, où même après 10, 11 temps de jeu, là ils ont concédé une pénalité, mais en tout cas ils maîtrisent beaucoup plus la possession de la balle, et surtout ils sont beaucoup plus cliniques dans tout ce qu'ils peuvent proposer, en tous les cas depuis maintenant un bon quart d'heure. C'est ce qu'on ne cesse de répéter depuis des années quand on analyse le jeu de ces deux équipes, et elles nous proposent aujourd'hui justement leur plus pure tradition de jeu de rugby. Deux oppositions de style qui pour l'instant tournent légèrement à l'avantage de l'Australie, 17-14, mais rien n'est fait. Il reste encore 25 minutes dans cette rencontre et pas mal d'occasions. Attention, le Tetukiri va avoir du mal à saisir de ce ballon. C'est bien fait, il est debout déjà pour permettre à l'action de se poursuivre. Peter Hines. Les Néo-Zélandais là qui viennent un peu plus avec un peu ils viennent de récupérer le ballon. Oui, il y a du jeu au sol chez les Australiens. Attention. Allez, ça y est, ballon récupéré. Là, on peut écarter ou peut-être pas dans l'avant entre Richie Mako et Dan Carter. C'est bien fait. Brett Sheehan qui est entré en jeu là aussi sur une de ses premières actions. Pardon, c'était Stephen Donald, excusez-moi, numéro 21. Et encore une faute. Alors il y en a moins qu'en première mi-temps. C'est vrai qu'on avait vu une avalanche quand même de fautes au sol, de fautes de main de la part des deux équipes. C'est un petit peu rentré dans l'ordre en ce début de seconde période. Ce qui nous a permis bien d'ailleurs de voir ces deux essais de part et d'autre. Vous avez bien fait de venir en deuxième mi-temps, Thomas, parce que beaucoup plus intéressant c'est quelques minutes passées en seconde période. C'est Vivatu qui va remonter tranquillement ce ballon. Là, c'est un petit coup de pied par-dessus. Mou du genou. Voilà, un ballon récupéré par les Australiens. Mais il a été bien tourné dans le camp néo-zélandais. Impossible pour lui de se mettre dans les bonnes situations. Pierre Wipou qui rentre en jeu également pour le demi de mêlée. On va trouver un partenaire. Pierre Wipou, regardez, c'est lui, le numéro 20. Et qui va amener davantage de puissance. Et il va ouvrir, regardez les placements du côté néo-zélandais. Là, on essaie de combiner un petit peu avec Sylvie Vatou là, qui est venu en position de demi-d'ouverture. Ça n'a pas fonctionné. Dan Carter. Ah non, pardon, excusez-moi. Pierre Wipou, Dan Carter, le voici. Il y a un petit surnom extérieur. Il choisit de garder John Afoa. Repoussé encore bien. Joli plaquage là, défensif de la part des Australiens. Attention, ça c'est un secteur de jeu qu'ils adorent, qu'ils affectionnent. Résister. Ils mettent la pression là sur les Néo-Zélandais sur ce contest. Ils les obligent à venir plus nombreux au ruck. Richie Mako qui a bien sorti ce ballon. Il est bien libéré encore. C'était Pierre Wipou là qui a, me semble-t-il, a fait l'effort de maintenir ce ballon dans l'aire de jeu. Et on a vu l'alternance là, du positionnement entre Dan Carter et Stephen Donald, qui alternent soit c'est Donald, soit c'est Carter qui se positionne au centre en deuxième attaquant, de manière à amener davantage d'incertitude. Le plaquage de Stirling Mortlock, le coup d'épaule. Attention Mortlock, parce que déjà en première mi-temps il a été averti, il a coûté 3 points à son équipe sur ce genre d'action. Il ne faudrait pas que ça se termine par un carton jaune. Monsieur Kaplan qui a rappelé à l'ordre les acteurs de la rencontre. Il ne veut pas de ce genre de geste.
Un ballon chahuté et perdu par les Australiens sur leur propre lancé, récupéré par Richie Mako. Vous avez tout de suite, il veut se remettre dans le sens de la marche. Et là on va combiner le bon positionnement. Bien fait avec Conrad Smith, retour intérieur, c'est bien fait. Aïe. Un ballon perdu en route encore une fois. Ali Williams. Heinz qui a effacé Mouliana. Ouais, mais après ça a été un petit peu plus dur. Et ce ballon rapidement rendu aux Néo-Zélandais. Attention à rester sur ses appuis. Ouais, là, on en parle beaucoup dans le top 14. Alors vous voyez bien que on a les mêmes problèmes un petit peu partout, même si ici ce ne sont pas les soutiens néo-zélandais qui sont pénalisés. Il y avait quand même la place pour Monsieur Kaplan pour siffler quelque chose là, parce qu'on n'était pas vraiment sur les appuis, notamment en ce qui concerne Rodney So'oialo. C'est vraiment l'une des choses peut-être les plus dures à assimiler, à la fois pour les joueurs parce que c'est pas évident pour eux de faire attention à cette règle, et puis pour les arbitres également. C'est surtout que techniquement c'est quasiment impossible à réaliser. Je veux dire, quand il y a un joueur de 100 ou de 110 kg qui est parfaitement positionné au contest, s'il faut rester sur ses appuis pour l'enlever, à un moment donné ça devient très très compliqué, surtout que les joueurs sont obligés d'arriver avec de la vitesse pour pouvoir les enlever, donc ça pose à un moment donné un problème. À la différence que dans l'hémisphère sud, ce type de faute est sanctionné par un coup franc, alors que chez nous en Europe c'est sanctionné par une pénalité. Sujet de nombreuses discussions. Allez, la mêlée à l'avantage des Néo-Zélandais. Pierre Wipou, petit coup de pied, il va trouver une touche. L'occupation du terrain, Lote Toukiri qui ne pourra pas jouer rapidement ce ballon parce que vous avez vu la montée défensive. Et même s'il essaie de se décaler, on aimerait bien la jouer peut-être du côté australien pour se dégager rapidement de son camp. Les mecs qui ont depuis quelques minutes remis un petit peu plus la main sur le ballon. Ils occupent le camp australien. Allez, Stephen Moore pour cette remise en jeu bien captée par Rocky Elsom. Et on organise un groupé pénétrant. Le premier de cette rencontre, on voit les Australiens s'organiser, les Néo-Zélandais logiquement effondrent ce maul. Sam Corningley, un petit coup de pied par-dessus. Bon, attention, McDonald. C'est le ballon. Contact. Il faut vite envoyer sur l'extérieur. Nathan Sharp, il n'a pas de solution, alors il va à la percussion face à Richie Mako. Il perd le ballon, le troisième ligne, regardez, au plaquage, à la récupération, et derrière, attention, parce que là les Néo-Z peuvent enchaîner eux aussi. Wipou, McDonald, voilà, il y a des solutions. So'oialo qui a fait le trou, qui a pris le trou. Il y a du soutien extérieur, c'est dommage. Il a repiqué au centre du terrain. Ah, c'est dommage parce que là, si on arrivait à accélérer encore un petit peu du côté Néo-Z, il y avait peut-être. Il avait Mouliana à sa droite qui n'a pas vu, qui n'a pas servi. Les nettoyages actuellement néo-zélandais deviennent quand même très très impressionnants. On n'est plus qu'à 10 mètres de la ligne et Simi Vatou, il va y aller tout seul, il a bien fait. C'est de Pierre Wipou. Et ben voilà, j'étais sur Simi Vatou et je pensais qu'il allait y aller tout seul, il m'a surpris. Et finalement, après ce bon travail, eh bien, il trouve un partenaire, Pierre Wipou, remplaçant entre il y a quelques minutes, qui vient inscrire cet essai, le troisième pour la Nouvelle-Zélande. Thomas, vous le disiez qu'il y a quelques minutes, les Néo-Z deviennent de plus en plus dangereux. Il le confirme. Effectivement, il le confirme avec quand même une action avec 3 pertes de balles. Ce départ, c'est un ballon néo-zélandais gagné par les Australiens. Manque de soutien sur le deuxième ligne, Nathan Sharp. Richie Mako qui récupère le ballon et ensuite l'action qui repart pour finalement voir Pierre Wipou venir inscrire l'essai qui va permettre aux Néo-Zélandais de repasser devant. Et ouais, parce que là ça fait 19-17 désormais au tableau d'affichage. Regardez Sylvie Vatou là, pam pam. Merci, au revoir. Maguito qui heureusement récupère in extremis Sylvie Vatou. Et oui, mais bien sûr, Pierre Wipou avait suivi. Toujours un partenaire, toujours une solution pour les joueurs néo-zélandais. Il est important cet essai parce que psychologiquement, malgré leur domination, malgré la qualité de leur rugby, les Australiens ne se sentent pas à l'abri, n'arrivent pas à maîtriser complètement leur adversaire du jour. Et la transformation de Dan Carter, 100% de réussite pour l'instant pour le demi d'ouverture néo-zélandais. Le futur catalan, parce qu'on le rappelle, il termine le Tri-Nation, il arrive à Perpignan pour la petite présentation. Mais sur le terrain, là, il y a Carter, mais il y a aussi Sam Cordingley qui va rejoindre Grenoble.
On a quelques Greg joueurs Somerville qui sera à Gloucester l'an prochain. Bon, c'est pas en France, mais c'est à Gloucester qui vient en Europe. Et lui, pourquoi pas, un jour sur les terrains français, ce serait une bonne chose. Kevin Mealanmou, le talonneur néo-zélandais. C'est lui tout à l'heure qui a mené le AK. Et c'est lui qui est maintenant au combat. Et les Australiens, ils sont obligés de réagir maintenant puisqu'ils sont menés 21-17. 4 points, moins d'un essai. Le ballon qui est jouable, il n'y a pas d'en avant. Allez, c'est bien joué, peut-être une belle attaque côté australien. Matt Guito, il y a du monde. Il va retrouver le Tetouchiri avec une passe un petit peu. Il s'est un peu enflammé là, notre ami Matt Guito. Il avait deux solutions à droite, à gauche. Il choisit le plus dur. On est venu sur le côté. En plus, il y a une petite contestation de Stephen Moore. Attention. 10 de plus. Dommage Matt Guito parce que là. L'appel de Tukiri est bon. La croisée est bien vue parce qu'on a toute la défense néo-zélandaise qui glisse vers l'extérieur, qui pousse les Australiens vers la touche. Après, il y a une petite incompréhension entre les deux joueurs au départ, et puis dans un deuxième temps, ils cherchent quand même à adresser la passe, mais c'est trop tard. Une action à l'ancienne avec une longue chandelle. Toujours très facile à récupérer. Ashley Cooper, il s'en sort très très bien parce qu'il avait vu la défense monter. Allez, Cordingley. Mortlock. Petit coup de pied par-dessus. Bien le placement de Miliaina. Occupation du terrain. C'est très bien fait. Très très bien fait. Il maintient les Australiens dans leur propre camp. Joue intelligemment de la part de l'arrière Muliana. Grosse partie d'échec au niveau tactique, parce qu'on voit que depuis le début de la rencontre, les deux équipes en fait s'adaptent au jeu de leur adversaire. Attention, parce que là on va revenir en direct. L'arbitre ou notre ami réalisateur s'est peut-être un petit peu laissé prendre. Il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre. Il préfère suivre l'action quand même. Alors qu'il ne faudrait pas que ça passe. Pour le plaisir, on continue à se... envie d'aller jusqu'au bout. Pierre Chimako, c'est pas lui qui va laisser sa part au chien dans ce genre d'action. Après quelques petits kilos, notre ami Richie Mako. On parlait de Muliana, mais c'est spectaculaire la différence dans l'attitude. Alors qu'on voit la tentative de... Alors a priori rapidement, elle était marquée la touche. Elle était marquée. Je disais la différence entre l'attitude et surtout la gestion du jeu de Miss Moulania en début de Super 14, de Tri-Nation, où il remontait tous les ballons systématiquement à la main, et aujourd'hui où il est beaucoup plus dans un rôle d'occupation. Attention parce que là ça franchit encore du côté néo-zélandais. Ils sont sur un gros temps fort, les hommes de Graham Henry. Soyalo qui va créer la brèche. Pierre Wipou à la manœuvre. On va libérer Dan Carter acrobatiquement qui arrive à se saisir de ce ballon. C'était peut-être pas Carter. C'était Stéphane Donald. Carter qui fait la différence. L'essai de Dan Carter extraordinaire, qui a résisté à la défense australienne. Petit coup d'accélérateur et il s'en va franchir la ligne. Petit coup d'accélérateur, Yann, mais grosse conséquence, parce que je pense que cet essai, à moins d'une réaction extraordinaire des Australiens, propulse probablement les Néo-Zélandais vers la victoire dans ce Tri-Nation. Un renversement de situation incroyable en quelques minutes. Voilà, c'est bien ce qu'il fait Carter, parce que c'était pas... il se le fait cet essai. Il faut se le gagner, c'est sûr. Il y a deux percussions, il y a un raffut. Il échappe percussion à Ryan Cross. Raffut. Et voilà. Crochet, raffut sur Ashley Cooper. Tout y est, toute la classe de ce joueur, une nouvelle fois, qui vient délivrer son équipe. Allez, supporters catalans, vous savez à quoi vous attendre quand vous voyez ce genre de choses. Et là, ça sent bon. On va se régaler à Aimé Giral. Mais en tout cas, pour l'instant, ce sont les supporters All Blacks qui se régalent avec cet homme, Dan Carter. Vous voyez, un 3 sur 3 ce soir, 100% de réussite. Pas tout le temps été placé dans les meilleures conditions dans cette rencontre, mais à chaque fois qu'il a pu un petit peu accélérer le jeu, Dan Carter s'en est pas privé et il est récompensé par cet essai et cette transformation, évidemment. 28-17 pour la Nouvelle-Zélande. Il reste moins de 12 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ils ont pris une sérieuse option sur la victoire, les Néo-Z. C'est dur pour les Australiens, c'est sévère, mais malgré tout, comment ne pas être admiratif de cette capacité des joueurs néo-zélandais à pouvoir comme ça
sur une occasion marquée, se rendre efficace. Attention les Australiens, il ne faudrait pas que là ils lâchent un peu tout dans cette rencontre et qu'ils commencent à jouer le tout pour le tout. Et Peter Hines là. Et c'est Ryan Cross qui doit s'en vouloir. C'est lui qui a laissé échapper tout à l'heure Dan Carter. Les supporters enfin de Brisbane qui se réveillent. On les avait pas trop entendus depuis le... Et puis surtout les supporters Blacks évidemment qui sont venus en Australie pour fêter peut-être ce 4e succès consécutif dans le Tri Nation. On n'en est pas encore là. En tout cas, touche pas trouvée, c'est plutôt rare pour être signalé chez Dan Carter. Et puis un petit coup de pied. Non, parfaite longueur. Matt Guito à la réception, il a pris Mouliaina sur le dos. Et puis surtout, il prend la marée des soutiens qui arrivent là, qui va récupérer ce ballon. Et regardez le ballon récupéré par les Néo-Zélandais. Ali Williams, Stephen Donald. Il n'était pas hors jeu, il n'y avait pas de ruck. Les cornets par-dessus. On va tenter. Le ballon directement en touche. Il ne faudrait pas qu'ils soient sortis du match là, les Australiens. Et non, mais bien souvent dans ces cas-là, il y a un petit peu d'affolement qui arrive et qui vient mettre forcément de petites approximations, vient créer de petites fautes. C'est sûr qu'ils doivent sentir que le match leur échappe, les Australiens, alors qu'ils étaient pourtant il y a quelques minutes encore en tête. Ils maîtrisaient parfaitement le jeu. Là, on le rappelle, un 17 à la mi-temps pour l'Australie qui ensuite inscrivait un essai au retour des vestiaires. Et depuis, la Nouvelle-Zélande a repris le commandement dans cette rencontre. Et à l'image d'Ali Williams, gagne du terrain chez son adversaire Pierre Wipou. Ça joue lancé là du côté néo-zélandais. Attention, ça va vite. Dan Carter qui vient encore gêner ce ballon. L'arbitre va revenir à une petite faute, mais vous l'avez vu maintenant, les Néo-Zélandais sur chaque ballon ils seront présents, que ce soit des ballons offensifs ou défensifs. Et puis là, même psychologiquement, on avait vu Sivivatu un petit peu timide, et depuis quelques minutes sur 3-4 ballons on a retrouvé le Sivivatu volontaire, enthousiaste. Là il est venu se proposer à l'intérieur de son demi d'ouverture. Dan Carter, il s'en est fallu d'un cheveu pour que cette action ne fasse encore mouche. Alors là vous avez assisté à l'entrée de Hugh McMilliman, remplaçant de Rocky Elsom au poste de 3e ligne. Elsom qui a été un des fers de lance de cette équipe australienne pendant tout la campagne 2008 de ce Tri Nation. Allez, Lote Tuqiri qui est venu beaucoup se proposer dans la ligne de 3 quarts. Là c'est bien joué ce qu'ils font. Voilà, gros plaquage encore. Ashley Cooper, il a pris Sivivatu. Et Sivivatu qui récupère le ballon. Qui a joué au sol. Ça aurait même pu être une pénalité. C'est pas une pénalité parce qu'il considère simplement que c'est une faute au sol et que c'est pas un acte délibéré d'anti-jeu. Donc après c'est à la libre appréciation de l'arbitre. Je voulais vous entendre préciser la règle. Mais cela dit, il aurait pu quand même, parce que là c'était assez net quand même. Ouais, vous parlez de Rocky Elsom, malheureusement pour lui, Rocky Elsom qui a fait un très très bon Tri Nation, mais qui sur la fin s'est un petit peu blessé. Et on l'a pas senti aujourd'hui à 100% de ses possibilités. On attendait un gros duel entre les deux 3e lignes. Il a bien eu lieu. Mais Elsom, comme ici un peu Sterling Mortlock, semble accuser le coup cette fin de rencontre. Mortlock est toujours sur le terrain. Elsom a laissé sa place. C'est tellement exigeant aussi physiquement ces matchs. Alors là, vous avez découvert encore le visage de Jérôme Kaino, numéro 6 de cette équipe néo-zélandaise. 25 ans, on risque de le revoir longtemps chez les Blacks, sous le maillot All Blacks, ce jeune joueur. Allez, un peu moins de 10 minutes dans cette rencontre. Que peuvent bien faire les Australiens? Matt Guito doit se poser la question, comment déborder ce mur noir, et un coup franc joué. On va peut-être pouvoir dynamiser justement du côté australien, profiter des largesses défensives des Néo-Zélandais pour attaquer. On utilise encore Brand pour avancer alors qu'il y a un ballon récupéré par Soyalo, je crois. Allez, on va trouver Ali Williams.
Un ballon rendu aux Australiens. Ashley Cooper, il a bien du mal parce qu'il a encore pris Silivatou sur le dos. Et l'arbitre qui va rendre le ballon aux Néo-Zélandais. Voilà, encore on va retrouver là peut-être dans la fin de cette rencontre la multiplication des fautes. Eh ben oui, c'est Ashley Cooper, le soutien qui est un peu long à arriver, donc il cherche à se relever alors qu'il est au sol, qu'il est tenu, il n'a pas le droit de faire action de jeu, sanctionné par Monsieur Kaplan. Mais on l'a vu encore là, il commence vraiment à être irrésistible. Les Néo-Zélandais, c'est Ali Williams qui est en position de centre, qui se permet de jouer au pied. Enfin c'est Bon, on avait vu ça en première période également avec Soyalo aussi à un moment donné qui avait tenté un petit coup de pied rasant. On va avoir envie que ça se termine. Les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui posent le jeu là, l'expérience qui commence à parler. On prend le temps, on cherche à ralentir un peu sur les introductions de balles australiennes. Et puis oui, pour Silivatou à l'intérieur, Silivatou qui veut toucher du ballon en cette fin de rencontre. On va jouer au près avec le bon plaquage. Bien pris, McMilliman là, il s'est bien envoyé en défense. Et il y a un ballon récupéré, je crois. Il sera de toute façon rendu aux Australiens ce ballon. C'est le numéro 16 enchaîné. Adam Freyer qui avait récupéré cette balle. Abraham qui est puissant, vraiment il avance systématiquement sur tous les impacts. On fait jouer la puissance du côté australien. Nathan Sharp là qui laisse proposer. Petit en avance semble-t-il peut-être. Non signalé en tout cas. Loté Tukiri qui peut poursuivre son action. Immédiatement repris. Conrad Smith là qui est venu au plaquage. C'est Conrad Smith qui empêche la sortie du ballon. Non, le numéro 16, pardon. Et les Australiens qui profitent de ces petites erreurs néo-zélandaises pour avancer, pour bénéficier de coups francs et jouer rapidement. On va écarter peut-être ce ballon. Matt Guito redoublé. Il va revenir intérieur. Dommage. Il a peut-être fallu jouer directement sur l'extérieur. Et ouais, à quoi ça l'a redoublé là? Si à ce moment-là on revient intérieur, c'est. Après sur des actions de jeu désorganisées comme ça, on n'a pas forcément. On a des avants qui se trouvent en position de centre, donc c'est moins facile d'avoir les automatismes. La décision en un quart de seconde, pas évident. Mais les Australiens toujours maîtres du ballon. Attention, peut-être qu'il est perdu. Non, récupéré Sam Cordingley. Il va retrouver Matt Guito avec son 3 Carrel. Peter Hines qui redouble avec Matt Guito. C'est bien joué. Le petit il a contrôlé le ballon. On verra cette action ralentie. Pour l'instant, l'action se poursuit. Et les Australiens, dans un temps fort, Sam Cordingley qui a transmis à Hugh McMilliman, qui lui s'est rendu coupable d'un petit temps avancé sur. Et l'arbitre l'a vu. Les Néo-Zélandais qui s'en sortent bien sur cette action puisque ils subissaient depuis quelques minutes les offensives australiennes, mal récompensées. Oui, mal récompensées parce qu'on est à la 75e minute, parce qu'il y a des erreurs aussi qui viennent avec la fatigue. Il y a eu beaucoup d'énergie, c'est une action qui est partie quasiment des 22 mètres australiens, donc vous imaginez toute l'intensité physique qu'il a fallu aux joueurs de Robin Ince pour remonter cette balle sur près de 60 mètres et à la fin on est moins lucide et puis il y a quelques petites maladresses qui viennent entacher le bon déroulement de l'action. C'est dommage. Là on voit le Freyer là qui contre. Ah oui, il y avait en avant effectivement le ballon qui avait touché le sol. En vrai, j'ai été le seul à le voir. Vous étiez bien placé. Très bien placé dans l'axe. Oui, ils s'envolent les supporters, les remplaçants australiens. Ils sentent que cette victoire tant attendue est en train de leur échapper. On rappelle qu'au-delà d'une victoire dans le Tri Nation, c'est aussi pour l'une de ces deux équipes le moyen de faire peut-être un peu oublier les contre-performances en Coupe du Monde. C'était il y a tout juste un an sur notre sol. On rappelle les Néo-Zélandais. Dans cette optique-là, c'est peut-être plus important pour les Néo-Zélandais de remporter. Alors que c'est vrai qu'on est dans une phase de transition entre guillemets chez les Australiens, même si l'appétit vient en mangeant et que finalement on pensait qu'il allait falloir une période d'adaptation à Robin Ince, mais finalement avec ses capacités d'entraîneur mais aussi de meneur d'hommes, il a remis toute cette équipe en confiance et aujourd'hui ils étaient vraiment en passe de pouvoir remporter cette édition du Tri Nation avec simplement même pas une dizaine de matchs au compteur avec ce nouvel entraîneur. Ouais, l'Australie qui, c'est sûr, va sortir très déçue si on en reste là, mais effectivement qui pour l'avenir peut se montrer confiante. Parce que l'Australie a su garder son identité, mais également grâce à l'apport de Robin Ince, s'ouvrir à de nouvelles façons d'envisager le rugby. Ah mais c'est fou, ils ont retrouvé une mêlée, ils ont retrouvé un fond de jeu et surtout ils ont retrouvé de la confiance.
eux qui avaient été traumatisés par l'échec en quart de finale de Coupe du Monde contre nos amis anglais. Là, c'est vraiment une équipe complètement différente, avec des joueurs qui n'ont pas... Il n'y a pas eu de grands remaniements en interne dans ce groupe. Mortlock est toujours là, Nathan Sharp est toujours là. Il y a eu quelques petites nouveautés qui sont apparues, de nouveaux visages, mais pas d'énormes remaniements. C'est tout à l'honneur de leur entraîneur d'ailleurs, l'expérimenté Robbie Deans. Néo-zélandais, on le rappelle, à Robbie Deans, qui dirige la sélection australienne. Allez, moins de 3 minutes et vous avez vu encore la mêlée, Thomas vous le disait il y a un instant, qui a retrouvé une mêlée, là on l'a vu sur cette introduction australienne. Bien le pack Wallabies ne s'en est pas laissé compter. 28-17. Allez, Cordingley, peut-être une des dernières envolées du côté australien. Bon, c'est bien joué parce que là c'était parfaitement joué entre Matt Guito et Peter Hines. Il a aplati Ryan Cross. Alors là, est-ce que l'arbitre a demandé la vidéo? Je pense que oui, mais il me semble l'avoir vu aplati. Il a l'air... Et belle action en tout cas, parce que le réalisateur ne va pas manquer. Ah bah on va regarder d'abord. Il y a un très beau raffut sur Soyalo, et puis ensuite il s'arrache, il fait l'effort de... Et c'est SF visiblement. Il ne relâche pas le ballon au moment où il vient le poser. Là si on chipote là, on peut en annuler. De toute façon, ça n'aura pas vraiment une grosse incidence sur le résultat de cette rencontre, puisque malheureusement il ne restera plus que quelques secondes à jouer. Et 28-22 si cet essai est accordé. En tous les cas, c'est bien parce que c'est lui qui commet la faute de défense sur Dan Carter tout à l'heure. Il réagit. Jonathan, correct grounding, you may want to try. Voilà, essai qui est accordé. Aucune raison de refuser cet essai aux Australiens. 28-22 donc. Et 28-24. Alors là maintenant on va regarder le chrono. Parce que là 28-24, on joue la 78e minute. Alors je pensais qu'on était plus proche. Je pensais qu'il restait moins de temps que ça. Et bien voilà, on était en train de commencer à parler. On peut remarquer que le réalisateur australien nous a fait disparaître le chrono. On ne sait plus du tout où on en est. Tout le monde est chaud bouillant en Australie. Là, c'est de bonne guerre. Attention, on est parti pour 4 minutes de folie. En tout cas, on l'espère. Les Australiens ont un énorme coup à jouer. La pression est désormais sur les épaules néo-zélandaises. Vont-ils conserver ce score? Les Australiens vont-ils réussir à arracher dans les dernières secondes la victoire? Et bien verdict dans moins de 2 minutes. Lote Tuqiri, il ne se pose pas de questions. Lui contre-attaque, il faut aller vite jouer chez l'adversaire. Sam Cordingley, Matt Guito, une longue chandelle. On va essayer d'être le maximum au point de chute pour récupérer ce ballon. Dan Carter, c'est Mortlock, le chaos dans l'air. Les deux hommes qui restent à genoux. On reviendra sur cette action parce que du côté Néo-Z on continue à jouer. Oh là là, et encore Soyalo qui est pris par James Orwell. Attention, ça sent le chaos. Ça sent le chaos dans cette rencontre. Dan Carter, il n'a pas repris sa place au poste de demi d'ouverture. Sterling Mortlock, vous le voyez en bas à droite, il n'a pas l'air au mieux. Pierre Wipou, on va conserver ce ballon du côté néo-zélandais, pas prendre de risques. Il n'y a pas de pick and go là dans le... là on verra. Si, ça y est, peut-être maintenant. Bon, attention au contest, les Australiens sont en train de s'organiser. Et voilà, le ballon bien au chaud. Et on s'organise, John Afoa et Soyalo. Et voilà les fameux pick and go. On est dans la dernière minute du temps réglementaire, 28-24. L'Australie est en passe de perdre le Tri Nation, la Nouvelle-Zélande de le gagner, mais tout est encore possible. Rappelle une certaine équipe du Munster en finale de la Coupe d'Europe, parce que nous fait un petit peu les... sur 30 secondes. Sur 30 secondes. Les Irlandais l'avaient fait sur... Et duel récupéré par George Smith. C'est énorme. Attention, Matt Guito pour la relance de l'espoir, la relance peut-être de la victoire. Matt Guito, il a le Tuqiri qui récupère ce ballon. On est à la moitié de terrain. Il faut que le ballon rapidement revienne dans les mains australiennes. Et il est jouable ce ballon, il est là. Allez, Cordingley. Matt Guito, bien voilà, ils vont tout donner les Australiens dans ces dernières secondes. Sur l'extérieur, il y a du monde côté australien. Ne pas s'affoler, jouer les bons coups. Matt Guito. Et voilà le surnombre. Matt Guito, attention, on a trouvé du monde là-bas avec Ashley Cooper. Ashley Cooper, retour à l'intérieur.
Les Australiens très dangereux dans ces dernières secondes. Vous voyez, 80 minutes 38 secondes. On est dans le temps additionnel. L'arbitre qui demande à la défense néo-zélandaise de reculer. Et on va envoyer encore du jeu avec cette fois le pilier australien. Ben Robinson, me semble-t-il, là, qui est parti seul. Sam Cordingley, Matt Guito, attention encore. Le ballon dans les mains d'Ashley Cooper. Qu'est-ce qu'il va nous faire Ashley Cooper? Il est pris par la défense néo-zélandaise. Il s'est mis à la faute volontairement. Le capitaine Rodney Soyalo, attention. Alors on va pas pouvoir taper en touche, mais en tous les cas on ne peut pas siffler la fin du match sur une pénalité. Donc cette pénalité sera, quoi qu'il arrive, jouée rapidement. Et Matt Guito qui décide de la jouer rapidement, effectivement, avec Adam Frier, son pilier. Allez, Cordingley. Ont-ils les moyens de franchir la ligne noire? Ont-ils les moyens d'aller décrocher cette victoire dans le Tri Nation, les Néo-Zélandais? Il faut venir au soutien parce que le ballon qui va être perdu, ça y est, c'est fini. Et bien voilà, c'est la fin de ce Tri Nation et la victoire in extremis de la Nouvelle-Zélande, 28-24. La Nouvelle-Zélande qui, pour la 4e année consécutive, inscrit son nom au palmarès de ce Tri Nation, vainqueur depuis 2005. Logique récompense pour cette équipe qui termine meilleure attaque, meilleure défense dans ce Tri Nation 2008. C'est la 9e victoire en 13 éditions pour la Nouvelle-Zélande. Difficile de dire autre chose, c'est cette équipe absolument extraordinaire. 28-24 donc la victoire de la Nouvelle-Zélande. Et on voit la joie, l'image traditionnelle, la joie et la déception. Les Néo-Zélandais ont-ils, au vu de la fin du match, ont-ils finalement mérité ce succès? Quelle impression on a là à chaud? Parce que les Australiens en fin de match nous ont montré qu'ils avaient peut-être les moyens d'aller les chercher. Ouais, ça s'est joué une nouvelle fois sur des détails, sur des petits ballons perdus, des petites erreurs, un soutien qui a tardé, un ballon qui est sorti finalement en faveur des Néo-Zélandais. Peut-être qu'ils ont eu la chance d'avoir dans leur équipe des joueurs capables à un moment donné de faire la différence individuellement, ce qu'avaient peut-être moins les Australiens, même si c'est pas non plus quelque chose d'évident qui saute aux yeux comme ça. En tous les cas, bravo aux Néo-Zélandais, c'est la seule chose qu'on puisse dire, mais on peut surtout noter le regain de forme absolument phénoménal des Australiens qui, sous la houlette de leur nouvel entraîneur, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, Robbie Deans, ont absolument connu une métamorphose sur les 10 derniers matchs qu'on a pu leur voir livrer. Allez, on va tout de suite revivre les grands moments de cette rencontre. Ça, c'est le premier essai néo-zélandais en première période inscrit par Mills Muliaina. Donc à ce moment-là, la Nouvelle-Zélande prenait l'avantage au score 5-0 puis 7-0 après la transformation de Dan Carter. La réaction pratiquement immédiate grâce à Matt Guito, une longue transversale au pied, on joue parfaitement le coup, notamment du côté d'Ashley Cooper là, qui échappe à 2 défenseurs. Modèle de combativité d'Ashley Cooper sur cette action qui résiste au retour de deux Néo-Zélandais pour aller marquer cet essai. Admire au passage cette belle diagonale. Et puis surtout la technique individuelle du 3 carrel. Heinz qui vient se saisir du ballon. Parce qu'en plus il est pris en l'air, pas évident pour lui. Ashley Cooper donc qui conclut derrière la ligne et l'Australie menait 17 à la mi-temps. Voilà, c'est vraiment. Ça vient il y a 4-5 temps de jeu avant, c'est ça qu'il faut voir aussi. L'action n'arrive pas que là. Il y a vraiment un travail de sape, tout le monde joue juste. Et là, on avait retrouvé vraiment le jeu à l'australienne, la multiplication des temps de jeu, conservation du ballon et puis après le petit décalage et la puissance d'Orwell qui vient inscrire cet essai transformé par Matt Guito, 17-7. Les supporters australiens croyaient tenir le bon bout, croyaient la victoire dans ce Tri Nation 2008 possible pour les Wallabies, mais c'était sans compter sur la réaction néo-zélandaise avec notamment cet homme, Conrad Smith, qui ici s'échappe et qui transmet à Tony Woodcock, son pilier idéalement placé en position de 3 carrel, qui redonne à ce moment-là des couleurs aux Néo-Zélandais revenus à 17-14 à 3 points seulement après la transformation de Dan Carter. Ouais, c'est probablement un des tournants de la rencontre parce qu'à ce moment-là les All Blacks étaient malmenés par les Australiens et puis sur une succession de maladresses, de petites incompréhensions, on ne sait pas si l'arbitre laisse jouer ou pas. Finalement Woodcock qui vient inscrire cet essai qui remet complètement les Néo-Zélandais à flot et puis on va vous laisser apprécier la suite. Ah ouais, puisque 17-14 à ce moment-là pour l'Australie qui menait toujours au score, mais la Nouvelle-Zélande sur sa lancée grâce à Silivatu va se procurer une nouvelle occasion d'essai et Piriwipu dans un fauteuil sans vis-à-vis, sans défenseur et bien vient inscrire le 3e essai néo-zélandais de cette rencontre, 19-17 après la transformation de Dan Carter. Et ouais, à ce moment-là
Regardez Sylviatou, le travail parfaitement repris par Matt Guito quand même, qui se laisse pas prendre par les appuis, et Pierre Iwepu qui conclut. Ouais, là il reste sur leur temps fort et puis donc 19-17, 21-17 après une pénalité de Dan Carter qui ici régale tous les amoureux du rugby. Dan Carter à son meilleur niveau aujourd'hui, la petite merveille, la star du rugby mondial qui porte la marque à 26-17. On va revoir cet essai, il fait tout. On va pas le revoir, donc on va directement passer à cet essai, cette fois australien, pardon. Et la réaction australienne en fin de match. Ouais, Ryan Cross qui avait laissé échapper Carter sur l'essai précédent. Mais on retiendra à l'image de Johnny Wilkinson tous ces grands demi d'ouverture qui à un moment donné prennent le jeu à leur compte et sont capables de faire carrément gagner leur équipe. It was more about being composed, doing the little things right, and it was everything, all the time we needed, and we went very, very close, but unfortunately turned it over here, the 22, and that was all she wrote. Must be proud of the boys, though. Sterling Mortlock explique qu'ils ont fait absolument bien les choses au moment où ils le voulaient, au moment où il le fallait, mais qu'à certains moments ils ont commis quelques petites erreurs qui ont été immédiatement exploitées par les Néo-Zélandais. Un ballon rendu ou un ballon perdu par-ci par-là. Et c'est vrai qu'individuellement ce sont des joueurs très très forts, ils sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, même si collectivement l'Australie était peut-être plus fort que les Néo-Zélandais. C'est une nouvelle fois la différence et un homme, peut-être Dan Carter, qui a encore une fois fait la différence pour les hommes de la Fougère. Abattu les joueurs australiens. Petite question Thomas concernant la défaite en Afrique du Sud. On sait que ça a été très mal vécu par les Australiens, cette large défaite 53-8. Est-ce que ça les a privés peut-être, cette cruelle défaite, du supplément de confiance, du supplément d'âme qui aurait peut-être fait qu'aujourd'hui ils étaient capables d'aller les chercher, ces Néo-Z? Peut-être, on peut toujours revenir là-dessus. Maintenant, ils avaient fait quand même un match de très très haut niveau la semaine précédente quand ils avaient remporté le match. Il y avait une partie du chemin qui était fait. Ils savaient qu'il y avait un match retour contre les Néo-Zélandais à livrer. Il y avait peut-être une certaine forme de décompression en se disant que ce serait plus facile de remporter le match contre les Néo-Zélandais à domicile que d'aller se battre contre les Springboks, chez qui c'est toujours physiquement très dur. Donc il y avait aussi peut-être la tête à la récupération, je sais pas. On pourra revenir là-dessus peut-être avec un peu plus de recul. Et retour donc ici à Brisbane. La remise du trophée aura lieu dans quelques minutes. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de vous le diffuser. Alors rendez-vous à la mi-temps du match Clermont-Toulouse à suivre à partir de 16h30 sur Canal+. Vous découvrirez en plus de la rencontre de Top 14 la remise du trophée à la mi-temps. Puis n'oubliez pas, un jour de rugby 18h15 sur Canal à 20h30. Biarritz-Brive. Voilà, il vous reste encore de grands moments de rugby à vivre sur les antennes du groupe Canal. Salut à tous, très bon week-end.